Salut les crinqués. Elles nous disent où on est. Elles nous montrent où on va. Elles nous disent où est le trésor. Et lorsqu'on les trouve, on se dit parfois qu'on va avoir besoin d'un plus gros bateau. Pour l'épisode 146, on parle de map. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Pour le 146e épisode du podcast des crinqués, l'enregistrement se fait la journée mondiale du podcast. Ah ouais? Nous sommes le 30 septembre aujourd'hui, au moment où on enregistre ça. C'est la journée mondiale C'est du la podcast. journée mondiale du podcast. Ouais, qui t'a pogné ça où? J'ai vu ça passer sur Facebook aujourd'hui de personnes qui font des podcasts OK. comme nous Je autres. savais même pas. Salut Paperman. Salut! Salut Imaginatrix. Hello. Et salut Red the Gamer. Salut, The Animator, ça va bien? Oui, ça va Ouais. bien. On va parler des maps aujourd'hui parce Oui. que c'est ça qu'on s'était dit Mhm. à la fin du dernier podcast où on a fait nos légendes. Oui. J'ai Allez écouté l'écouter. ça. Allez les... moi Oui, aussi. oui. On n'est pas pire. Ah, c'était hot. On n'est pas pire. Malheureusement, pas de vidéo. Ouais. Pour, non, ceux, c'est qui, ça, pour ceux regarde. qui nous cherchaient sur C'était- YouTube, C'était l'épisode maudit. oui, exactement. Ouais. Mais C'est- déjà qu'on a réussi à le faire. c'est- C'est dommage, mais allez voir Oui. sur toutes les autres plateformes où vous n'aurez pas de vidéo. C'est pas C'est grave, en vous allez audio, triper. là. Mhm. Vous allez triper encore plus. Vous allez pouvoir vous imager, Exactement. vous l'imager et non l'imaginer. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Pour parler de map aujourd'hui, on a un invité qui est à sa deuxième présentation au podcast et c'est un gars que je connais depuis 30 ans. Ok, ça vient de faire 30 ans que je le connais. Vous autres, vous le connaissez parce que vous avez gamé avec. Joël le rencontre pour la première On fois. a gamé pour on a fait d'autres affaires avec ce gars-là. Probablement. C'est le maître d'œuvre de la page Facebook Bonsoir l'Histoire. Yann Richard, Oui. salut. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Content de te voir à nouveau dans notre rentre des crinqués. La Merci. première fois que tu étais là, on a parlé d'Alien. En plein ça, oui. OK, c'était l'épisode 28. 28. Ça fait Ah oui. quand même un bon bout de temps. Ouais, oui. Donc aujourd'hui, on va parler des maps. Mais avant qu'on parle des maps, là, je veux qu'on règle quelque chose. Parce que, oui, on va parler de maps, de cartes topographiques. Oui. Mais si des cartes topographiques, c'est des maps, Ouais. le plan d'un centre commercial, c'est une map. Oui. Oui. OK. Ouais, parce que moi, je vais te jaser de quelque chose d'autre. OK. tantôt. Bon, ben, ça me rassure sur certaines affaires, moi Ouais, aussi. une carte, là, ça n'a pas besoin d'être la grandeur Un de ton pays. dash ou, Ouais, tu non, sais ça ça, là, peut ça n'a pas être- besoin c'est d'être ça. Ça une peut être affaire. aussi petit qu'une pièce. OK. Ouais, c'est ça. OK. Puis, tu sais, une map, là, en général, là, ça n'a pas besoin de te prendre des maths fortes pour la replier. Hein. Mhm. Des fois, là, ça peut être quelqu'un qui est roulé. Fait que, à grosseur qu'elle peut, tu sais. C'est vrai. Bon, OK. Bon, ben, ça me guide un petit peu. On va commencer par parler de map avec Joël. Imaginatrix, qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, on va parler de création de maps. Tu étant viens me donné- rejoindre beaucoup là-dessus. Oui, là. c'est sûr qu'on va échanger des trucs sur ce que je vais parler. En fait, les cartes, je vous en parle dans les livres pour commencer, parce que c'est plus mon domaine, mais on le sait que les cartes, c'est un incontournable, tu l'as dit, dans les chasses au trésor, Mhm. autant les histoires de chasse au trésor que les chasses au trésor qu'on fait dans la réalité. Mais c'est aussi un incontournable dans les univers de science-fiction, fantastique, fantasy. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent. Mais est-ce que c'est bien d'avoir une carte dans son livre? Est-ce que ça peut être dérangeant? Comment que les gens voient ça en général? Ça dépend. Il y a le point de vue de l'auteur, l'autrice, et il y a le point de vue du lecteur, lectrice, qui peuvent être complètement différents. Moi, personnellement, de mon point de vue de lectrice, je trouve que ça me dérange d'avoir des cartes dans les livres, de tout le temps être obligé de me référer. OK, ouais. Pour moi, une bonne histoire bien écrite, t'as pas besoin de cartes parce que l'histoire est assez claire que tu te fais l'image de la OK. carte toi-même dans la tête. C'est ça. Mais si la carte vient avec parce que tu l'as mis dans ton livre à toi, Oui. OK. ça vient comme
une référence. C'est ça. C'est Parce ça. que Du fan service. Oui, Ben, c'est parce- exactement. OK. Je pense que tu peux t'en servir comme outil de référence. Moi, je m'en sers comme outil de référence autant en GN que dans une lecture où ce que ils disent on s'en va à telle place, on s'en, tu sais, le personnage part OK. de tel endroit. J'aime ça avoir une carte qui va me situer. Mais il faut si- pas qu'elle soit nécessaire. Non. OK. Faut pas qu'elle soit dérangeante dans ta lecture, en fait. Mhm. Puis c'est sûr que quand tu achètes un livre, puis qu'il y a des annexes, puis qu'il y a des cartes, c'est tout le temps la première chose que tu vas aller consulter en ouvrant le livre. Tu sais, tu feuilles un livre que tu viens d'acheter, tu regardes un peu les débuts de chapitre, puis là, tu tombes sur des illustrations, tu regardes les illustrations, la carte fait partie de ces Oui. illustrations-là. Fait que c'est quand même très bien. Mais sinon, d'un point de vue d'auteur, il y a beaucoup d'auteurs. Puis moi, là, je déroge de la majorité des auteurs là-dessus, là, mais il y a beaucoup d'auteurs que c'est vraiment leur gros dada de faire des cartes, de créer, tu sais, tout ce qui est le world building, là, Oui, c'est oui, une oui. grosse partie de notre travail. C'est ça. On Mais a fait un épisode là-dessus. On a fait un épisode là-dessus, mais il y en a qui vont mettre vraiment beaucoup, beaucoup de temps à faire ces cartes-là, à faire des annexes, à faire toutes sortes de choses, tu sais, qui s'imaginent, qui éventuellement vont pouvoir faire partie être publiées dans leurs livres. C'est pas toujours le cas. Ça dépend tout le temps des maisons d'édition. Ça dépend si tu es auto-édité. Il y a des maisons d'édition. Il faut savoir aussi, c'est niaiseux, mais il faut savoir que ça coûte plus cher mettre une carte dans un livre. Le prix des livres n'est pas tout à fait le même à partir du moment où tu mets une seule image dedans. Fait que c'est pas tout à fait le même procédé. Puis, fait que tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui vont diverger. Il y a quand même des bonnes pratiques, je trouve, dans l'impression des cartes. Il y en a des moins bonnes. Tu sais, comme la carte sur 2 pages, là, avec la ligne là, de l'épine là, en milieu que tu vois pas. C'est peut-être un petit quelque chose à penser quand on conçoit une carte, là, de pas faire ça. C'est ça aussi, elle se déplie à la fin. Oui, ben exactement. J'en ai amené un modèle. Ça, là, je trouve ça merveilleux. C'est la maison d'édition Luzerne Rousse qui fait ça. Puis non seulement elle se déplie, mais elle se déplie en dehors du livre. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Fait que quand ça tu marche l'as, bien. quand C'est tu ça. l'as d'ouvert, tu peux tout le temps lire ton livre, tu as tout le temps la carte OK, oui. à côté du livre. C'est vraiment génial pour ça. Tu n'as pas besoin de... OK. Et même Et vraiment- en C'est dedans, ça. il n'y a pas de carte. C'est OK. ça. Il est Exactement. comme je la montre à l'écran. Comme je la montre, dans le fond, à la caméra. caméra. Ceux qui vont voir la vidéo, oui. C'est ça. Fait que on peut l'ouvrir. C'est dans les dernières pages. C'est on ça. vire, Mais la puis carte au complet va être en dehors du livre. C'est ça. Fait que ça, OK. ça, je trouve ça bien. Oui. Déjà là, c'est moins dérangeant pour la lecture. Quoique, tu sais, si tu lis sur ton divan ou dans une pile de coussins, tu sais, Ouais, des fois, ça peut... des affaires pour la scraper, là. Ouais, c'est ça. Ça peut être dangereux pour la carte. On va se dire les vraies affaires, là. Tu l'ouvres, t'as check, c'est tout. Puis c'est ça. Puis sinon, un autre truc que là je vais faire un peu ma promotion en passant. Je fais ma promotion, mais il est pratiquement plus disponible pour le Berger des Loups. Mhm. Je voulais pas en mettre de cartes au début. À Mais- l'origine, moi, je suis une personne que justement, je veux pas mettre de cartes. Je C'est trouve ça. que ça me distrait. Fait que- Si c'est clair. Puis c'est ça. Puis je pense que l'idée, la façon que j'ai essayé d'écrire mon histoire, tu sais, c'était assez clair que, bon, les gens partent vers le nord, ben, tu t'imagines qu'ils s'en vont, le pays vers où ce qui s'en va est au nord, tu sais. Fait que c'était surtout ça, mais j'ai quand même eu des reproches parce que les fans de cartes sont vraiment très présents. Puis c'est vraiment important pour eux. Puis il y avait mon amie Corinne, justement, qui avait été une de mes bêta-lectrices, qui me dit « Joël, je veux une carte! » Fait que j'en avais fait une. J'avais toujours eu une carte, en fait. Pour les auteurs, c'est vraiment important d'avoir une carte pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec notre histoire. Fait que je l'avais toujours eu, la carte, mais tu sais, je l'avais comme pas mis au propre, là. Fait que quand j'ai publié Berger des Loups, mais là, je l'ai mis au propre. Puis ce que j'ai fait, le compromis que j'ai fait en fait entre éditer avec une carte dedans ou pas, c'est que je l'ai édité sans carte. Et j'en ai fait imprimer une à part. Fait que ça a le bénéfice d'être en couleur, puis ça se plie, ça rentre très bien dans le livre. Fait que je la C'est ça. Ben, glissais. c'est celle que j'ai. Fait que je la glissais à la fin du livre, Mhm. comme ça, puis les gens pouvaient la mettre à côté, le regarder, C'est suivre vrai. le voyage en même temps que... Puis ça me donnait le bénéfice, tu sais, d'avoir une meilleure qualité d'impression, avoir une carte en couleur. Fait que Mais quand on lit dans son lit, elle tombe. oui, c'est sûr. Faut que tu la gardes de côté. C'est ça, exactement. Ça, c'est de ma faute. Ça, c'est... Sinon,
sais, c'est ça. Les auteurs, c'est vraiment partagé. Est-ce qu'ils veulent mettre des cartes? T'as soit les extrêmement passionnés de tout ce qui est annexe et extra qu'ils peuvent mettre dans leur livre. Puis t'as ceux qui sont plus comme moi, qui sont vraiment, on n'en a pas besoin. Tu sais, ça gâche. C'est un outil de travail de l'auteur. Exactement. Okay. Puis il y a une autrice dont j'ai amené le livre aussi qui s'appelle Lily Boisvert, sa série Anna, une série de fantasy. Qui, elle non plus, n'a pas publié de cartes dans son livre. En fait, il y en a plusieurs auteurs, mais elle, petite anecdote, elle racontait que son éditeur appelait sa carte la patate. OK. Tellement que c'était dessiné grossier, mais elle avait quand même besoin de cette carte-là pour écrire son histoire, pour travailler son histoire. Il n'y a pas de carte dedans? C'est ça. Non, ils n'ont pas eu besoin de la publier. Puis ce qui est génial, c'est que quand tu lis le livre, t'en as vraiment pas besoin de la carte. Tu es capable de t'imaginer facilement où est-ce qu'ils sont rendus dans le continent sur lequel que ça se déroule. Mais sinon, là, si on parle de création de cartes, là, ce serait quoi un peu les points à penser, la structure, comment qu'on peut s'y prendre? La première étape, elle est très simple. C'est la même étape que pour n'importe quel projet. En fait, quand tu fais ta carte en tant qu'auteur, tu es dans ton processus de world building. Fait que tu vas commencer par un brainstorming, tout simplement. Tu vas commencer par penser à quel type de carte que tu as besoin. Tu sais, on parlait tantôt de carte de centre d'achat, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça. Est-ce que tu veux représenter un continent complet, un pays ou juste une ville? Ça peut être juste une pièce si, mettons, c'est pour des jeux de rôle. C'est très pratique. Tu vas penser au type d'aventure que tu veux avoir. Parce que souvent, les cartes, on voit beaucoup de grosses masses de terre. C'est ça le but, tu sais, s'ils font des voyages. Généralement, c'est sur la Terre, mais s'ils font des voyages sur l'océan, sur la mer, tu sais, ça peut être une carte qui va plus représenter ça. Ça peut même être une carte souterraine si c'est quelque chose qui se passe. Tu sais, fait que c'est vraiment en fonction du type d'aventure que tu... Une erreur que je vois parfois, là, c'est des cartes qui ne représentent pas les lieux qui sont dans l'histoire. OK. Fait qu'une belle carte à la fin d'un livre, puis là, quand ils sont à telle place dans le livre, tu vas pour checker la carte pour voir, puis tu trouves pas la place. Là, t'es comme... Là, t'as bien beau t'informer, puis là, ils vont te dire « Ah, mais ça, c'est dans la région de... » Puis, ouais, puis c'est ça. Puis c'est à l'inverse, il y a plein de noms de lieux qui ne seront pas cités nécessairement dans... Fait que ça, c'est à faire attention, vraiment faire une carte qui est en fonction de votre contenu que vous voulez présenter. Sinon, c'est à penser les climats, tu sais, c'est-tu nordique, va-tu avoir des déserts, des forêts, tu sais, vous commencez à vous faire une idée, puis commencez aussi à identifier vos lieux. Tu sais, si vous avez déjà une idée de l'histoire dans laquelle ça se passe, vous avez déjà 1 ou 2 ou 3 lieux que vous savez que vous allez devoir placer sur la carte. Puis aussi, un autre détail avant de commencer à penser, c'est l'orientation. Tu sais, je vous en parlais, là, la fameuse épine là, au milieu de la carte. Si jamais vous voulez la publier, cette carte-là, est-ce que ça va vous arriver? Tu sais, préféreriez-vous essayer une carte plus à la verticale? Ça fait différent, puis vous êtes sûr que peu importe l'éditeur sur lequel vous allez tomber... Je pense que j'opterais, moi, pour... Ça va fitter sur une page. Exactement. Moi, je pense que j'opterais pour celle, comme tu disais, dépliante, mais à la fin. Sauf que ça... si tu es auto-édité, tu peux le décider comment qu'elle va être imprimée, ta carte. Mais si tu vas avec une maison d'édition, puis que tu leur donnes une carte horizontale, puis qu'eux, ils décident de l'imprimer avec l'épine au milieu, t'as pas vraiment ton mot à dire. Bravo. C'est ça. Fait que c'est un petit truc à penser. Ou dans les gros romans qui sont comme collés, là, tu sais, que la reliure est collée, fait que t'arrives pour l'ouvrir, puis tu veux pas ouvrir tes livres à grandeur. Non, ça, je déteste ça. Même tous mes livres au complet, chez moi, je les ouvre à peu près au 90, puis je les ouvre pas plus grand que ça. Fait que je manquerais la grande partie de la carte. Là. Deuxième étape, on commence par dessiner les contours. On peut s'inspirer de vraies cartes, pour voir exactement, la forme, des reliefs, des trucs là, qu'on voit vraiment sur une carte pour que ça soit réaliste, en fait. C'est ça. Puis ça, c'est pas difficile à trouver. C'est vraiment pas difficile à trouver. Puis, il y a une autre méthode que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais essayé, mais j'ai déjà vu ça passer sur YouTube. C'était la méthode des macaronis ou des haricots. OK. Qui, en fait, consiste à prendre une feuille de papier et garrocher une poignée de haricots ou de macaronis, ou ça peut être n'importe quoi là, qui est petit et rond. Là.
Puis, tu les... C'est parfait pour plugger le craft dinner, ça, là. Oui, une carte de craft dinner, exactement. Puis, tu les places grosso modo comment tu aimerais que ce soit. Puis après ça, tu pognes ton crayon, puis tu traces le contour. Tu sais, tu peux te faire des petites îles, tu peux te faire des petits cours d'eau intérieurs. Puis, ça donne un résultat quand même assez satisfaisant et réaliste. Étonnamment, c'est vraiment une technique que j'aimerais essayer éventuellement. Évidemment, des haricots ou Après ça, tu manges le craft dinner. Oui, évidemment, des haricots ou des macaronis secs. Oui, oui. Si tu Malgré que mouillé, t'as pas besoin de dessiner après. Non, c'est sûr. Ça reste sur la feuille. Oui, puis avec des haricots noirs ou rouges, en plus, ça fait comme une espèce de couleur. Ça pourrait être intéressant. Ça ou de la sauce à spaghetti, en tout cas. Tant qu'à colorer. Ben là, écoute, là. Sinon, la troisième étape, là, on rentre plus dans déterminer les éléments que vous allez mettre sur votre carte. Fait que, tu sais, les types de reliefs, de cours d'eau, de villages, d'environnement. Fait que vous commencez à vous faire des petites listes. Là, on est encore au niveau du brainstorming. Là, on n'est pas encore sur le papier. C'est sûr que pour cette étape-là, c'est un petit peu plus difficile de s'inspirer de vraies cartes, tu sais, des cartes réelles, parce que comme les montagnes ou les villages ou les forêts, tu sais, on verra pas ça nécessairement sur des vraies cartes, à moins, tu sais, d'être bon pour lire des cartes topographiques puis encore d'y avoir accès. Fait que vous pouvez évidemment vous inspirer de cartes de monde fantasy, tu sais, des cartes déjà dessinées. Vous pouvez en consulter tout plein pour voir comment que c'est fait puis comment que c'est dessiné. Un autre truc aussi que je trouve bon, puis tu sais, ici à Rivière-du-Loup, là, on est vraiment chanceux, puis au Bas-Saint-Laurent en général, on a des beaux spots d'observation en hauteur. Fait que sortir de chez soi, ici, là, c'est génial, on sort de chez nous, on a le tracé de la Rivière-du-Loup, on a le fleuve en face, on voit les îles, on voit, tu sais, vraiment les dénivelations, comment c'est, le fleuve. L'autre bord, on a des montagnes extrêmement incroyables. Fait qu'on peut s'inspirer de tout ça pour ensuite aller faire une carte qui va être logique, tu sais, que ce soit n'importe où au Québec. Là, je pense qu'on a des bons spots là, pour aller observer la topographie un peu, là, comment que le relief du terrain se comporte avec les différents éléments. Fait que, parce que, évidemment, une carte, on peut pas la dessiner n'importe comment, là, tu sais, on peut pas... non, tu peux pas te crisser un... On peut pas faire des cours d'eau qui font des U-turns, là, de l'océan à l'océan. C'est ça, tu peux pas te ramasser avec un grand fleuve qui passe à travers d'une plaine tout le temps, là. Non, exactement, là. Fait que, il y a des trucs à penser par rapport à ça. Il faut y aller avec logique. Oui, exactement. Il y a des petits trucs de logique à penser. Puis, commencer à partir de ce moment-là, on se fait un brouillon avec notre tracé qu'on a déjà fait, puis on peut commencer à placer, tu sais, les éléments, à dire, bon, ben, je vais avoir une chaîne de montagnes là, des forêts là, puis comme un brouillon. Puis c'est ensuite de ça qu'on passe à l'étape de mettre au propre. On va dessiner ces éléments-là sur des cartes. Puis là, sur Internet, il y a des foules de ressources, d'idées, de modèles, tu sais, pour toutes les... Par exemple, des idées pour... différencier les petits villages, les grands villages, les grandes villes fortifiées. Ça peut être tous des petits dessins qui sont différents, là, des dessins qu'on retrouve généralement dans une légende aussi, ça c'est bien. Tu sais, des dessins pour des montagnes, des collines, des dunes, des falaises, il y en a à l'infini, plein de styles. Fait que allez sur Internet vous inspirer là, de qu'est-ce qui se fait là-dedans. Là. Puis ensuite de ça, on arrive à l'étape des noms de lieux. On va commencer par dresser des listes de noms. Fait que moi, j'y vais par petites listes. Mettons une liste pour les montagnes, une liste pour les villes, une liste pour les... Tu sais, je catégorise ça. Si vous n'avez pas tous vos noms, vous pouvez toujours utiliser un générateur de noms au besoin. Comme fantasynamegenerators.com, nomdefantasy.com. Ben, moi, je m'en sers pour mes games, surtout pour du Warhammer, pour aller chercher des noms d'elfes. Ce qui est de ces générateurs-là, c'est que c'est pas juste pour le fantasy. Non, c'est ça. Fantasy, science-fiction, t'as des noms réels en fonction de l'origine. C'est vraiment c'est hot, ouais. Très, très développé. Plus intelligent. Je savais pas ça. Des très bons outils. C'est un outil de gamer. Moi, je l'avais connu comme outil de maître de jeu. Ah oui. Puis les auteurs s'en servent beaucoup là, pour trouver des noms de personnages. Puis, tu vois. Fait que
Vous pouvez les écrire, les noms sur la carte à la main ou dans un logiciel, c'est selon. Tu sais, moi, ma patte est pas super, fait que c'est tout le temps l'étape que je fais dans Photoshop par la suite. OK. N'hésitez pas à effacer un peu l'arrière-plan au besoin pour que, tu sais, ce soit lisible. Puis faites aussi attention à l'orientation du texte. Tu sais, des gros titres, on peut se permettre de les mettre en courbe, en oblique, en vertical. Mais c'est pas tout le temps beau. Mais tous les petits textes, là, les petits noms de villes, essayez de tout le temps garder ça avec la même orientation. Ça fait un résultat beaucoup plus chic. Là. OK. Et on termine avec la finition. C'est là qu'on va ancrer et colorer l'illustration. Encore là, on peut le faire soit à la main, sur papier ou avec un logiciel. On peut ajouter des textures. Si on décide de ne pas colorer, par exemple, si c'est quelque chose qu'on veut faire éventuellement pour publication, on peut choisir de ne pas avoir de couleur. On peut ajouter des textures pour essayer un peu de donner, de rendre ça plus réaliste. Puis là, tu te gâtes. Après ça, tu peux ajouter une rose des vents, tu peux ajouter un titre, tu peux ajouter un beau cadrage. Puis après ça, ben, tu arrives à un résultat qui, sans nécessairement être professionnel, va quand même te plaire pour en faire l'usage que tu veux en faire. Ben oui. Puis tout ça, ben, tu peux le faire soit à la main, tu sais, aquarelle, à l'encre, avec des feutres, ou tu peux le faire avec des logiciels. OK. Il existe plusieurs logiciels et applications. Puis souvent, c'est des logiciels qui vont servir à faire des... tu vas nous en parler sûrement, mais des cartes de donjon pour les rôlistes. Mon neveu, lui, il utilise le logiciel Otherworld Map. Puis lui, il s'en sert justement pour son jeu de rôle, mais il s'en sert aussi pour... il écrit de la fantasy aussi, puis il s'en sert aussi sur son univers. Il dit c'est très complet. C'est payant. Il y a une version démo si jamais vous voulez l'essayer, mais la version démo, je l'ai essayée, est vraiment pas complète. Là. C'est pas très vendeur, honnêtement, mais c'est une trentaine de dollars, je pense, ou une quarantaine de dollars, puis tu le payes une fois, là, c'est pas un abonnement. Puis ça fait quand même des jolies cartes. Sinon, il y en a d'autres. Là. Il y a Cartoria, il y a Autorealm. Je pense que sur Roll20, il y avait un générateur. Pas un générateur de... Non, je viens de perdre mon... Tu t'entends plus. Parce que ça fait attention. Il y a des map makers, puis il y a des map générateurs. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même affaire tout à fait. Sur Roll20, nous, on a joué longtemps pendant la pandémie. Moins maintenant parce que on est en présentiel. Mais nous autres, on s'est pas tant servi, parce qu'il y a de quoi faire vraiment avec ça, mais on s'est pas tant servi du générateur de cartes. On est allé chercher des cartes sur Internet, puis on les a ramenées là-dessus. Parce que c'est ça, avec Roll20, tu peux importer tes cartes à toi, ou tu peux les faire... Exactement, puis si tu payes sur Roll20, t'as vraiment... Là, ça explose. OK. Là, t'as du stock de plus, puis t'as vraiment du stock pour générer tes donjons puis tes affaires de même. Et aussi, t'as du stock pour générer aussi ton ameublement de n'importe quoi, de taverne, de whatever quoi que tu vas vouloir, tu peux te garrocher dedans. Mais sinon, n'importe qui est un peu à l'aise avec Photoshop, là. Moi, c'est de même que je procède, là. Je commence souvent par un tracé à la main que je scanne, puis je travaille avec Photoshop à partir de ça. Ma carte pour mon livre que j'ai faite comme un peu plus belle, celle-là, je l'avais faite à l'aquarelle. J'ai fait les ancrages à la main, puis ensuite, je l'ai scanné, puis j'ai rajouté toutes les écritures puis les extras par après, là, avec Photoshop. Là. Fait que... Quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est plastifier les cartes qu'on fait. Oui. Oui. Et après ça, c'est facile de mettre un point pour... oui, c'est vrai. Hein? Avec un crayon effaçable, là, te faire des surtout plans. Pour les maîtres de jeu, on fait ça beaucoup, ce truc-là. Ah oui. Ouais, c'est parce que c'est à moins que tu aies du stock de plus, puis t'en donnes une à tes joueurs, puis ainsi de suite, puis les joueurs aiment ça vraiment énormément, là, parce que ça les place pendant le jeu. Fait que je comprends les histoires des gens qui vont écrire des romans, des affaires de même, puis qui vont en mettre. Moi, j'aime ça. J'étais un peu comme Imaginatrix. Moi, quand je lis, je m'imagine beaucoup ce qu'on est rendu, puis je me l'image beaucoup. Si en plus que j'ai un support, je vais la regarder au début, puis si je me perds, je vais aller en référence, mais je vais l'avoir à regarder au début.
pour me placer. Puis à un moment donné, ils vont me dire où est-ce qu'on s'en va. Je vais regarder une fois de temps en temps. Mais je veux pas avoir, un petit peu comme toi, comme tu disais, je veux pas avoir à aller me référencer tout le temps pendant. C'est ça. Je veux pas que ça devienne une béquille. Mhm. Tu comprends? Tu y vas parce que ça te tente. Ouais, c'est ça. C'est rien pour me donner une idée où est-ce qu'on s'en va. Puis des fois, genre, un petit peu guesser où est-ce qu'ils s'en vont après, là. Tu sais, des fois, ça serait le fun pour ça. Puis là, tu te rends compte que, OK, on en revire de bord ou on s'en va quelque part qu'on n'est plus à la bonne place, tu sais. OK. C'est bon. Fait que bref, si ça vous tente de vous lancer dans la création de cartes, vous avez quelques pistes pour commencer. Puis sinon, ben, il y a tout le temps YouTube, là, il y a vraiment des vidéos incroyables à aller voir sur la création de cartes. Là. Dans le world building, là, c'est très intéressant. Oui, exact. Avant de parler des cartes dans la culture pop, là, tu as parlé de gens qui créent des cartes dans leur tête. Il y a quand même, à travers l'histoire, beaucoup de gens qui ont créé des cartes en lien avec le réel, puis il n'y avait pas Photoshop, puis il n'y avait pas Roll20, puis il n'y avait rien de ça. Yann, dans l'histoire, les maps, c'est important, là. OK, oui. Mais au début, les cartes, c'était pas sur un support papier comme on connaît aujourd'hui, comme on a aujourd'hui. Souvent, c'était sur de la pierre, de l'argile. En Égypte, c'était sur du papyrus. Oui. Ou même sur de la roche ou du bois même aussi. En tout cas, c'est même ce que... Ça date d'avant l'impression. OK, oui, amplement. Puis justement, les premières cartes trouvées, c'était... en tout cas, trouvées. C'est plutôt dessiné, c'était sur de la roche. C'était dans des grottes préhistoriques. OK. Justement, les grottes de Lascaux en France, puis de Castillo en Espagne. C'est là où on voit les premières cartes, mais évidemment pas comme on connaît présentement. C'était surtout des cartes du ciel. Oui. Ah oui. Alors, c'est vrai. J'avais même pas pensé à la carte du ciel. Non, on n'a pas pensé à ça. Justement, c'est ça. C'est en faisant des recherches, c'était comme génial. Ça a popé. Ouais. On vient de rouvrir une autre porte. Et voilà. Ça, là, après ça, les premières cartes, la première carte vraiment trouvée, c'est pas loin de Babylone, 2500 ans avant Jésus-Christ. OK. C'est sur un site qui s'appelle Gassour. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est en Irak actuel. C'est... Désolé, je suis un petit peu stressé. C'est ma deuxième shot. Mais... C'est ça. Pour parler, c'est la première où on parle vraiment d'histoire. La première fois, c'était Alien. C'est moins historique. Oui, carrément. Mais c'est ça, c'est la fameuse carte en tant que telle. C'était on voyait la vallée de l'Euphrate. OK. Avec deux montagnes à chaque côté de ça. Puis c'est genre à l'est de la fameuse vallée, tu avais le plateau du Liban. Puis l'autre, c'était les montagnes de Zargos. En tout cas, c'est... Fouillez-moi, c'est quoi dans l'histoire? Ouais, je suis pour dire, mais fouille-moi, c'est quoi? Mais c'est que ça devait être fait vraiment, je veux dire, au pif. Là, je veux dire. Oui. Il n'y avait pas d'instrument pour calculer les distances, quoi que ce soit. Ou... OK, non. C'est ça, c'est... on oublie ça, les distances. C'était un beau petit dessin du... la montagne par là, l'autre montagne par là. Ouais, mais ça, je me laisse donner une référence à du genre, ça me prend une journée à cheval me rendre là. Ça m'en a pris 4 pour me rendre plus loin à telle autre place. Ou est-ce que c'est qu'il y a une roche en pointu? Puis ça vient de me prendre 3 semaines de me rendre à l'eau. Fait que si j'y vais en référence... Mais c'est ça. Peut-être que c'était ça. Là, c'était très... rudimentaire. Ouais. Puis même les villes, s'il y avait à mettre des villes, c'était genre juste un trou sur l'argile, puis... c'est ça. Allez hop, cascade. Puis, à quelque part entre les deux montagnes. Oui, et voilà. Quelque part des deux montagnes, tu vas tomber sur un trou. Exactement. Quand on parle de deux montagnes, c'est pas au nord de Montréal. Non, pas du tout. Puis justement, en Égypte, il y a le fameux pharaon Ramsès IV. Lui, il a fait une carte de son empire. OK. Mais lui, la fameuse carte en question, c'était
pas fou le monsieur. C'était pour collecter les taxes. Ah! OK. Il y avait une raison pécuniaire. Ah ouais, mais elle oui. devait être fidèle en son affaire. En tout cas, là, j'imagine, mais en tout cas, c'est... Le plus fidèle possible. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est pour l'Empire romain. Faut penser au ce qui est le plus ce qui marque surtout l'imagination ou le moment pour l'Empire romain. L'Empire romain, c'est les tablettes ou les cartes théodosiennes de l'empereur Théodose. OK. Puis lui, ce qui a fait en sorte que ces cartes qu'il a créé, qui a demandé ça comme carte, c'est parce que tu vois vraiment l'Empire romain au grand complet avec ses... puis même cette carte-là... Ils devaient s'en servir pour leur déplacement. Ben, pas leur déplacement, mais pour savoir un peu où ce qui était rendu dans les affaires. Oui, ben justement, tu vois souvent les tracés des routes, les montagnes, les rivières. Tu vois même les empires proches, cette carte-là va même jusqu'en Inde. OK. Vu que Alexandre le Grand avant lui s'est rendu jusqu'à là, il a conquéri il a conquéri son empire jusqu'en Inde. Mais justement, le monde connu de ce temps-là, ça va jusqu'en Inde, puis c'était marqué c'était dans cette fameuse carte-là, carrément. On avait une idée globale de l'environnement. Et voilà. OK. Puis au Moyen-Âge, là, ça a commencé un petit peu à couiller. Désolé pour le mot. Dans le monde chrétien, les cartes, c'est des cartes faites, ils appelaient ça des cartes Théo pour Orbis Terrarum, du latin qui veut dire orbe terrestre ou quelque chose du genre. OK. Le T, la barre horizontale du T, c'était pour ça représentait la Méditerranée. OK. La barre verticale, ça représentait le Danube puis le Nil. Puis autour de ça, t'avais l'Europe. Quoi, là? Comme une pointe de tarte, t'avais l'Europe. Ce qu'on connaissait de l'Europe. Oui. Au sud de ça, t'avais l'Afrique, puis à l'est, c'est une autre pointe de tarte pour l'Asie, puis l'Afrique. Là, en tout cas, c'était pas vraiment beau comme représentation. Puis, sauf qu'eux autres, vu que c'était chrétien, comme la religion était bien présente, le centre de tout ça, t'avais un point qui représentait Jérusalem. Ben oui. Puis le haut, c'était il voyait tout ça emprisonné dans un océan, un gros océan. Puis après ça, il y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Puis l'Amérique, c'était... Ça n'existait pas encore. Et voilà. Mais pour le monde arabe, eux autres, ils ont été un peu plus wise. Eux autres se sont inspirés de la Grèce antique. Il y a beaucoup de Grecs qui ont philosophé ou qui ont pensé à la cartographie. Puis eux autres se sont basés sur ils appellent ça le traité de géographie de Ptolémée. OK, Ptolémée. Oui. Je l'aurais pas dit mieux. Merci. Mais ce fameux monsieur-là, ce fameux grec-là, dans son traité, le premier livre, ça parlait des comment fabriquer une carte. Puis les 7 autres tomes, c'était c'était toute la description des, mettons, telle place, il y a une ville, telle autre place, il y a une autre ville. Puis t'avais, je pense qu'il y a décrit comme au-dessus de 8000 emplacements de villes comme ça. Puis il est décrit tout le long, là. Oui, c'est vraiment des billes, là. On est loin de la carte médiévale, là. On s'entend que ces gens-là n'avaient pas de Netflix dans ce temps-là. En plus, c'est vrai. Que oui. non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, le gars, il a fait 6 tomes après ça, puis pour décrire... Non, regarde. Hey, imagine-toi le travail qu'il a fait là-dedans, là. Non.
T'écris pas ça, non, c'est pas, bon, ben... C'est l'œuvre d'une vie, ça. Oui, Ouais, c'est ça. Mais ce monsieur-là, il a écrit pas mal d'autres affaires aussi. Là. Il a Ok, parlé il faut arrêter là. Non, il a pensé sur l'astronomie, la philosophie. En tout cas, il a pensé à plein d'affaires, mais... Tu sais, si tu veux avoir de quoi de fait, donne ça au gars occupé. Et voilà. Donne-y en masse, puis Ouais, il va ça. en prendre, puis that's it. Après ça, tu as plus tard, vers la fin du Moyen-Âge, tu as eu, vu que le commerce arrivait, il y avait beaucoup de commerce, surtout en bateau. Tu as eu l'arrivée des cartes marines qui appelaient à l'époque des portulans. On s'est rendu compte qu'il y avait autre chose. Oui, en plus, vers la fin du 15e siècle, mais là, ils ont découvert l'Amérique. Malgré qu'avant ça, ils ne voyaient pas de continent avant. Alors, en tout cas, là, sauf que les fameux portulans, ce que ça décrivait, c'est surtout au début les ports, puis ce qu'il y avait de dangereux autour des ports, comme les hauts fonds ou les... Qui était déjà rendu là pour calculer les hauts fonds et tout ça, c'est quand même hot, là. Oui, puis pour ceux qui ne savent pas, un haut fond, c'est comme un plafond, mais à l'inverse. Mm-hmm. Un bas plafond, mais à l'inverse. C'est pas rien qu'un bateau, tu peux rester bloqué là longtemps. C'est ça, exactement. Et voilà. Ça, puis en plus, il parlait aussi des courants d'eau puis tout. Alors, c'est... Là, justement, c'est avec... un peu plus tard, tu as eu l'arrivée du chronomètre de marine. Ah oui. Ça l'a aidé grandement pour à cartographier, puis surtout à mettre la longitude sur les cartes, parce qu'avant ça, c'était vraiment pas évident de marquer la longitude. C'était plus facile pour la latitude avec l'étoile du Nord, polaire, l'étoile du Nord. Mais pour la longitude, c'était quasiment impossible. Puis là, ça c'est venu aider grandement. Puis ça l'a aidé grandement aussi à cartographier le Nouveau Monde et tout et tout. Puis justement, en parlant de création de cartes, un monsieur qui est né aux Pays-Bas, qui s'appelle Gérard Mercator, qui a créé un système de création, un système de création de cartes qui porte son nom aujourd'hui, Mercator. C'est sûr que c'est loin d'être un système nickel, mais... Mais pour l'époque, c'était avancé. Oui, puis ils se servaient beaucoup de ça pour... les marins se servaient beaucoup de ce genre de cossins-là, de cartes-là, ou de map-monde-là, pour se diriger et tout et tout. Les capitaines de bateau, à cette époque-là, c'était quasiment tous des cartographes aussi. Oui. Quand tu prenais un bateau... T'avais pas le choix, t'avais pas le choix à bien, c'est pas de part en plus. C'est ça, tu découvrais des contrées inconnues, il fallait que tu en gardes une trace. Il fallait que tu les marques quelque part. Puis, puis, en tout cas, c'était assez génial, puis c'était des aventuriers solides aussi. Oui. Oui. Alors, tu partais clairement à l'aventure, là, tu sais pas ce que tu t'en vas. Là. Non. Tu te fies ces cartes que tu as, mais tu te dis, après ça, on sait pas ce qu'il y a. Après le point. Oui, puis justement, quand tu dis que la fameuse carte en Théo, puis tu vois juste, c'est ça. Un paquet bleu d'eau, puis... Tu te rends compte qu'il y a autre chose autour de ça aussi. La Terre est pas plate, là. Puis à un moment donné, on s'est rendu à la cartographie moderne. Oui, puis justement, c'est... oui, c'est ça, c'est la cartographie moderne. Ben, le premier qui a marqué justement le mot Amérique sur sa carte. C'est un Allemand, désolé mon allemand, mais l'Allemand Martin Waldseemüller. Ça a été le premier avec un de ses chummies à marquer le mot America sur une carte. OK. Puis après ça, ben l'histoire continue, puis on se ramasse justement avec des atlas comme on connaît. La technologie a continué à faire son œuvre, puis on a maintenant des beaux livres. C'est ça. Est-ce que, par hasard, je te l'ai pas demandé avant, j'aurais peut-être dû, est-ce que tu sais à peu près quand la première map monde est arrivée? C'est
Quand ils ont fait le tour, dans le fond, tu parles? C'est ça. Non, mais la première carte où on voit tous les continents. Mercator a été un des premiers qui l'avait fait. Qui l'aurait fait, oui. OK. Alors, c'est... Quand même ça date, là. Non, c'est... Ça date, là. Puis lui, justement, Mercator, il est né au début du 16e siècle, en 1512. Alors, ça remonte à là quand même 400-500 ans, passés. Elle doit être weird un peu à checker quand tu la regardes comme il faut. Ça doit pas être trop à l'échelle, puis ça doit être bizarre un peu. C'est ça. Peut-être que ça fait un peu comme quand tu commences ta sculpture. Ouais, c'est ça. Un petit peu ébauché. Ouais, je me rappelle les livres d'histoire, là, quand on était au secondaire, ils nous montraient l'évolution des cartes. Là. Ouais. Puis les premières, là, c'était comme ils savaient pas trop ce qu'il y avait dans ce coin-là, fait que là, ils faisaient un tracé de même. C'est ça. Il y a de quoi là. Ouais. Puis justement, l'arrivée de la longitude puis la latitude sur les cartes, ça arrive pas avant la fin du 18e siècle. Ah, OK. Alors, c'est avant ça. C'est ça. C'était boiteux, puis en tout cas, là, c'est... C'est un guess, là. Oui, c'est carrément un guess. Mais c'est quand même spécial aussi de constater que ça a commencé par les cartes du ciel, puis qu'aujourd'hui, en 2022, c'est là qu'on est rendu. Oui, c'est vrai. On est cartographie ciel, ouais, c'est vrai. Cartographie quasiment l'univers est-ce qu'on a tout cartographié ce qu'il y a sur la planète? Mais le ciel a tout le temps été important, je pense, dans l'histoire des cartes. Là. Autant pour faire les cartes à l'époque médiévale, à l'époque des explorateurs, qu'aujourd'hui encore, là, c'est par triangulation que ça se fait, c'est avec les satellites qui sont dans le ciel, ça a tout le temps été présent pour... Le fameux sextant, hein? Oui, l'astrolabe, puis la boussole. La boussole. Ça a été deux éléments importants dans l'histoire, justement, pour la création des cartes. Puis justement, il y a Ératosthène, un Grec qui vivait 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ. Lui, il a été le premier à concevoir peut-être pas à concevoir la longitude puis la latitude, mais avec ses... à sortir l'idée de... Ouais, à sortir l'idée de... ça a été le premier qui a réussi à calculer presque au kilomètre près le pourtour de la Terre. Wow. OK. Puis tout ça en regardant dans le fond d'un puits, pendant que le soleil était au zénith. Puis là, justement, à la place où ce qui était, puis il s'est dit, bon, ben, je t'attends de kilomètres d'Alexandrie. Puis là, il a commencé à faire des calculs à partir de ce moment-là. Les mathématiques, c'est incroyable. Oui. Ah oui. C'est honnête, là, moi, je suis pas prêt à ça. Alors, moi, je cherche encore à compter mon taco, moi, dans Donjon 2e édition. OK. Oui. Ça ferait un maths fort, hein, puis un doctorat, là. Ouais, les maths 516, 500... Oh non, tu commences à comprendre un peu. Ouais, à peine. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les cartes sur la Terre, puis mon petit doigt me dit qu'on va peut-être passer aux cartes sur la Terre du milieu. Ça va. Paperman. Non. Non! Non, pas moi. C'est pas moi ou... Là, je vais parler de cartographier le mythe. OK. Oh oui. Hein? Cartographier le mythe. On est à peu près 8 siècles avant Jésus-Christ. Homère qui a écrit l'Odyssée. Pourquoi je t'en parle? Parce que je t'en ai déjà parlé, l'Odyssée d'Homère. C'est tout ce qui est fantastique, fantasy, est basé sur l'Odyssée d'Homère. C'est un peu comme la fondation totale de tout ce qu'on connaît. Première édition en français en 1571. Je t'en parle parce que à l'intérieur de ça, Ulysse fait beaucoup de voyages. Oui. Et il y a un type qui a décidé de cartographier le mythe. C'est-à-dire que par rapport aux écrits de ce que Homère a fait, il a pris la carte de l'Europe et il a essayé de regarder où est-ce que Ulysse serait allé partout. OK. Et cette carte-là est interactive et c'est super intéressant. Et là, on est dans une carte réelle. On est vraiment dans le vrai monde, mais on est dans un mythe. Parce qu'on s'entend que Ulysse n'a probablement pas existé. Là. En tout cas, si oui, c'était pas si hot que ça, là, parce que là, on est vraiment dans la fantaisie absolue. Là. Puis les gens qui n'ont jamais lu Homère, là, l'Odyssée, là, c'est quelque chose. Là, oui, je vais t'avouer franchement que j'ai l'impression, moi, que la majorité des légendes partent de quelque chose c'est clair. qui se peut.
Oui, ben peut-être, là. Mais bref. C'est romancé, oui, mais... Je t'en parle parce que c'était... moi, ça m'a beaucoup marqué, cette carte-là, parce que cette odyssée-là m'a beaucoup marqué. Je te parle, encore une fois, de cartographier le mythe. Et là, je vais te faire un lien avec ce que je dis toujours de la lecture active. Hein, c'est très important. Si je te parle de la Divine Comédie de Dante, on a à l'intérieur de tout ça une carte sur la fameuse cercle de l'enfer. Parce qu'on sait que Dante doit aller retrouver sa bien-aimée, puis il doit passer par les cercles de l'enfer. Et il y a Sandro Botticelli, qui était un super illustrateur, peintre, multifonctionnel. C'était un failé dans ce temps-là. C'était un failé qui a fait la fameuse carte de la Divine Comédie. Et cette carte-là, on la retrouve dans un livre de Dan Brown, dans un livre qui s'appelle Inferno. Alors, et Dan Brown s'amuse avec son personnage à définir des étapes de l'enfer où ce que le personnage doit découvrir des énigmes. Et c'est super bien amené, très intelligemment. Et à l'intérieur, ben, souvent, on a la fameuse carte de Botticelli. Et là, ben, cette carte-là, ben, c'est clairement pas une carte qui est réelle. Je veux dire, c'est imagé. Qu'est-ce que t'en sais? Et c'est comme un entonnoir qui va jusqu'en haut. Et plus tu descends, plus les atrocités sont énormes, là. D'ailleurs, c'est très, très graphique, là, la carte de Botticelli, là. Je veux dire, quand tu regardes ça, là, tu vois des petits messieurs avec pas de tête qui fouettent du monde, là, puis des femmes flagellées jusqu'au sang, là, c'est hard, là. Je vais vous avouer, là, que tu regardes ça, puis tu fais comme, ok, wow, c'est quand même assez incroyable. Mais oui, bon, ben, je peux pas, c'est sûr que je peux pas te parler de Tolkien. C'est vrai. Et je m'en allais déçu, là. Puis même à ça, il a fallu quasiment te chicaner. Oui, effectivement, parce que mais en même temps, je veux dire... C'est vrai que tu parles souvent de Tolkien, ouais, mais Joël avait raison. Les cartes, ça a juste été effleuré. Tolkien disait qu'une bonne histoire commence toujours par une carte et une langue. Ça, c'est une autre histoire. On pourrait d'ailleurs faire un podcast un moment donné sur les langues. Ouais. Il a, par rapport à son expérience de la guerre, parce qu'il a fait la première guerre 14-18, la bataille des Somme, entre autres, et il était officier de transmission. Alors, il a fait beaucoup de cartes avec des courbes et tout ça dans son époque, et ça l'a beaucoup influencé pour son travail sur les cartes de sa création. Le nombre de cartes qu'il a créées se compte par centaines, et c'est là qui est difficile avec l'œuvre de Tolkien, c'est qu'il n'y a jamais une carte qui est réellement pareil. Alors, on voit souvent l'évolution des cartes chez Tolkien. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et c'est souvent répertorié dans divers volumes. Alors, dans l'histoire de la Terre du Milieu, numéro 4, il va en avoir une. Dans le 5, il va en avoir un autre. C'est vraiment compliqué. Mais pour lui, c'est extrêmement important de bien définir son univers. Et vous avez, à partir de là, une panoplie de cartes à partir du début de tout. Alors, de Arda, dans le temps où elle était plate, vraiment au début des champs des Valar, et jusqu'à la carte de la Terre du Milieu. D'ailleurs, la carte de la Terre du Milieu dans le Seigneur des Anneaux n'a pas été dessinée par Tolkien. C'était ma question. Elle a été dessinée par Christopher Tolkien. Okay. Ah. La première, celle du Hobbit a été dessinée par Tolkien lui-même. Effectivement, parce qu'il faut savoir que Tolkien avait énormément de talent pour dessiner. C'était un artiste incroyable. Alors, pour lui, d'ailleurs, le Hobbit commence par la carte. OK. Je veux dire, toute l'histoire commence par cette carte-là. Alors, mais Tolkien va plus loin de ça dans la conception des cartes, parce que pour lui, c'est pas seulement de concevoir un monde qui se tient avec des mots. Et là, Tolkien n'utilisait pas de fantasy generator. Non. Tous les mots, tous les noms de villes, tous les noms de montagnes sont tous représentatifs par rapport à la langue qui est utilisée, par rapport à la langue des nains, la langue des elfes, la langue des westerons. Alors, tout est pensé, tout est réfléchi. Je vais même te dire plus haut que ça, c'est que dans sa gestion de cartes et des voyages, il a calculé par rapport à la grandeur des pas, des hobbits, des elfes, des hommes, la distance et le temps que qu'il pourrait parcourir sur sa carte. Fait que, tu sais, que je veux dire que quand tu pars en voyage puis qu'il te dit que ça y prend 3 mois, c'est 3 mois selon la carte. La gestion du temps, elle est parfaite chez Tolkien parce que c'est calculé comme ça, parce qu'il le voulait comme ça. L'évolution de la carte, c'est comme son œuvre. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a énormément évolué, ça a énormément changé. Souvent, c'était seulement qu'un petit dessin dans une marge.
parce qu'on sait qu'il écrivait beaucoup sur des cahiers, où ce que Edith ramassait ces cahiers-là. D'ailleurs, il y a encore des boîtes qui sont pas ouvertes de ses archives. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais Amazon a hâte de les voir. Ah ouais, en tout cas. Je suis un troll. Ouais. Mais ça, tu vois, Renaud. Moi, j'ai hâte qu'Amazon me le monte dans une série. En tout cas, tu sais, la gestion du temps, Il est c'est un troll. tellement important pour lui, déjà là, de compresser ce temps-là. C'est comme un genre de sacrilège, mais bref. Dans les cartes les plus importantes qu'il a faites, bien entendu, la carte de Thor, qui est la première carte de Bilbo le Hobbit, avec le dragon, avec les runes, tout ça qui va amener les nains à aller rechercher. Puis, je crois que le nord n'est pas placé comme sur une carte conventionnelle. Non, ça se peut-tu? exactement. Il est comme à l'ouest, il est comme à gauche, Oui, en fait. Effectivement. C'est ça. Mais il a beaucoup travaillé, cette carte-là. Il y a à peu près 5 ou 6 versions de la carte différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Hobbit a sorti, qui a été publié, il y a eu 4 ou 5 éditions où Tolkien a corrigé des choses. Alors, il corrigeait les cartes parce qu'il y avait des affaires qu'il n'aimait pas. Il corrigeait les textes parce qu'il y avait des affaires qu'il n'aimait pas. Il a adapté le texte aussi pour le Seigneur des Anneaux. Exactement. Il a adapté le texte quand le Seigneur des Anneaux, il a ressorti une version du Hobbit parce qu'il a rajouté des choses. Tolkien, il n'était pas capable de finir ces choses. Okay. C'était pas un finisseur. C'était un créateur, mais c'était pas un finisseur. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réellement terminé dans son œuvre. Okay. S'il était un peintre, on le verrait dans le Louvre en train d'essayer. Exactement. Tout à fait. Okay. Les cartes du Silmarillion, c'est bien entendu les cartes qu'elle a le plus travaillé parce que c'était son bébé. Et ces cartes-là sont intéressantes parce que ils nous amènent rien que par les cartes, admettons, là, tu regardes rien que les cartes, toute l'évolution du monde, et tu peux voir avec ce qui s'est passé. Alors pour lui, là, c'était clair avec des notes pour dire, première guerre, il s'est passé ça, le Bélébriand a disparu, tout ça. Et là, tu vois réellement la formation de la Terre du Milieu avec ces cartes. Donc, chez Tolkien, tu peux lire rien que les cartes. Exemple, il a sorti la classe de la Terre du Milieu. Rien qu'avec la classe de la Terre du Milieu, puis rien qu'en regardant les cartes, tu peux comprendre l'histoire. Parce qu'il parlait avec ces cartes. Oui, je vais en parler. Lui, il a été réédité. Il y a une nouvelle édition. Mais ça, est-ce que c'était le livre dont tu nous parlais à la fin du dernier podcast? Que j'ai pas encore reçu, malheureusement, parce qu'il n'est pas encore disponible ici. Puis écoute, on a beurré. Mais comme dirait si bien mon ami Red, take my money and shut up and take my money. C'est sûr que je vais l'acheter. Puis, Christopher a travaillé beaucoup aussi avec son père sur les cartes. Parce que c'était très important. Christopher aussi avait cette passion-là de cartes et il a réalisé la fameuse carte qu'on voit là, de largeur, comme tu as dit là, tout à l'heure, sur le Seigneur des Anneaux. Alors, cette carte-là a été vraiment finalisée par Christopher Tolkien, qui était son plus grand lecteur et son plus grand créateur avec lui. Écoute, il y en a des centaines de cartes. Je regarde la liste, là. Puis il y a des affaires que moi, j'ai même jamais vues, là. Tu sais, je veux dire, il est allé jusqu'à faire des cartes de la comté, mais très, très précis. Mais il a fait, je pense, 8 ou 9 types de cartes de la comté différentes. Il a tout cartographié le Rohan, le Gondor, le Mordor, les montagnes. Il est allé excessivement loin dans sa création. Même, je te dirais, un peu trop loin. Parce que, je veux dire... récemment, il y a une dame qui a écrit une thèse sur Tolkien qui disait il y a 2 types d'amateurs de Tolkien. Il dit il y a l'amateur de Tolkien. Il y a Marc et les autres. Même pas, je suis même pas rendu là. Il y a l'amateur de Tolkien puis il y a l'amateur de la Terre du Milieu. Ouais. L'amateur de Tolkien, ça va être lui qui va être un peu craqué mental puis tout regarder tout ce qu'il a fait. L'amateur de la Terre du Milieu, lui, va se concentrer principalement sur le matériel de base. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ouais, puis même plusieurs, c'est plus le cinéma d'ailleurs. Je veux dire, ils font la référence maintenant, malheureusement, plus avec les films. Mais quand tu veux tout lire ça, c'est 14 volumes. Je veux dire, c'est pratiquement impossible de tout connaître, de tout voir, de tout regarder les cartes et aussi de savoir quelle carte est la bonne parce qu'il y a différentes époques de construction. Puis souvent, c'est pas la dernière qui est la bonne. Souvent, ça va être la 3e ou la 4e qu'il a faite qui pour lui était la meilleure. Mais il a continué d'en faire, alors c'est assez incroyable. Là. Mais est-ce qu'il y a un ou une craqué quelque part qui a tout pris ces cartes-là? Ah oui, je termine. Puis qui les a scannés puis mis ça en 3D. Je vais terminer avec ça. OK. Ça s'appelle le LOTR Project.
OK. C'est un site web, c'est lotrproject.com. Et là, tu as toutes les cartes et tout le timeline, à partir du premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, avec le timeline, avec les voyages, le voyage de Frodon, le voyage d'Aragon, le voyage de... T'as tout. Tu fais rien cliquer là-dessus, là, tu as des boules, lignes rouges qui te disent où ils sont allés, quelle place ils sont allés, tu peux agrandir, tu peux rapprocher, tu peux zoomer. Écoute, C'est Google Maps. Ah, c'est ce site-là, là, moi, je passe des heures là-dessus à essayer de voir tous les petits détails, toutes les places, tous les lieux. C'est incroyable le nombre de détails qu'il y a là-dedans, puis ils sont tous là. À partir du premier âge jusqu'à la fin. C'est vraiment un superbe site. Et vous avez la carte du Bel et Brillant, qui est la première carte, et la carte de la Terre du Milieu, qui est la deuxième. Alors, allez-y, je veux dire, c'est un site extraordinaire. C'est lotrproject.com. Vous allez passer des heures et des heures là-dessus. Dans le fond, c'est comme toutes les annexes. Exact, oui. Ce que Tolkien a fait, là. Exactement. Je vois des arbres généalogiques. Ah oui, c'est fou. Des events aussi. Les places principales. Tu sais, je veux dire, c'est absolument génial, ce site-là. C'est un condensé de tout ça. Oui. C'est vraiment superbe. Puis vous allez vous amuser beaucoup. Puis vous allez aussi en apprendre beaucoup. Mais Joël le disait tout à l'heure, ça peut être un frein aussi. Hein. Ouais. Tolkien peut être un frein. Parce que je veux dire, le troisième tome, j'aime pas ça dire le troisième tome parce que normalement c'était censé être qu'une histoire. La troisième partie. La troisième partie qui est le retour du roi, la moitié du livre, c'est des annexes. Oui, c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, pour le lecteur lambda, là, je veux dire, c'est compliqué de se dire que je vais finir le roman, puis après ça, t'as peu, il me reste encore 300 pages, mais là, l'histoire est finie, mais t'as peu, là, t'as les annexes, les rois du Numénor, les cartes, la généalogie, les ci, puis les ça, puis tu fais comme, ah, OK, il est craqué. C'est un peu pour ça aussi, je pense que les auteurs ils se sont inspirés de Tolkien. Mais ils sont pas allés aussi loin. Ils sont pas allés aussi loin, mais ils voudraient des fois aller aussi loin. Ouais. C'est une bonne chose non, ou pas? Je pense pas. Hey, ça prend des connaissances pour pouvoir... C'est comme les langues. Avec Tolkien, il y a beaucoup d'auteurs apprentis qui veulent s'inspirer de la façon de travailler de Tolkien pour faire leurs univers, mais à moins d'avoir une maîtrise ou un doctorat en langue, tu sais, te fier sur les langues pour trouver tes noms, c'est facile de tomber dans de quoi d'un peu amateur. T'sais, c'est pour ça on rit des name generators, mais ça reste que c'est quand même un bon outil, tu sais, quand t'as pas les connaissances que Tolkien avait. Je pense que c'est un piège de décider de faire ça parce que tu vas perdre des lecteurs. Parce que l'œuvre de Tolkien ça se fait plus aujourd'hui. Non, ça se fait. Non. Ben, aujourd'hui, en 2022, Tolkien arrive puis il présente Le Seigneur des Anneaux sur la table puis il dit ça passe pas l'édition là, oublie ça là, ça sera jamais édité là. C'est ben trop compliqué, c'est ben trop long, c'est quoi, il y a jamais un éditeur. C'est très soutenu. Jamais un éditeur en 2022 publierait ça, là, surtout avec les annexes qu'il a faites là. Ben oui. Fait qu'on en profite, on a du fun, mais il y en a d'autres belles histoires qui ont des cartes. Puis je pense je vais t'en nommer deux, je termine avec ça. Julien Paris-Sorel a fait une série extraordinaire. Aventure Rosard. Il y a des cartes. À l'intérieur, ça commence avec une carte. Okay. J'avais dit, quand j'avais parlé, j'ai dit toutes les bonnes histoires commencent avec une carte. Puis il dit oui, j'ai appris la leçon. Et quand tu rouvres la BD, les deux premières planches sur c'est une carte de son monde. Puis c'est super le fun parce que c'est une aventure qui est extraordinaire. C'est tellement une belle BD. Puis, il y a les Chroniques de la Lune Noire qui ont beaucoup joué avec les cartes. Mais là, ce qui était plaisant, c'est que les cartes étaient en arrière-plan. Exemple, dans l'action, tu avais une double page avec la carte, puis là, tu avais l'armée de Gorgorbé qui se promenait sur la carte pour montrer où ce qui détruisait des affaires, puis où ce qui allait, puis quand Wish se promenait, ben là, tu avais une planche pour montrer qu'elle allait où les nains. Fait que la carte est jamais là en tant que telle. C'est pas une référence. C'est pas une référence, mais elle fait partie de l'histoire. Fait qu'à un moment donné, à force de lire, tu sais où ce qui sont les affaires parce que tu sais à peu près où ce qui sont allés. Fait que tu sais où ce qui sont les royaumes sans avoir vraiment une carte générale. Donc, c'est un peu comme un personnage de l'histoire, la carte. Fait que c'est bien fait pour ça. On voit un peu ce concept-là aussi dans les films. Oui. Tu sais, on voit l'image de la carte qui apparaît en deux scènes avec le tracé. On a fait un podcast, c'est cliché, là. Le cliché de la map avec les petits points. Mais c'est génial. La voiture qui part ou l'avion, là, ça fait tellement la job, ça. Oui, mais c'est le cliché de la map. Mais je suis d'accord avec Joël, c'est que ça peut devenir aussi une problématique, une carte.
c'est que tu te limites aussi quand tu fais une carte à faire ton histoire à l'intérieur de cette carte-là. Mhm. Parce qu'après d'avoir fait ta carte, si tu veux extensionner ton histoire, il faut que tu expliques pourquoi. Si tu ne l'as pas, cette carte-là, ça te laisse un univers qui est plus ouvert OK. en tant que tel. Quand tu fais ta carte, tu es comme limité à ça. Il y a des endroits où ce que non. Ah, ça, tu vois, je vais te laisser t'en parler. Ah, puis OK. faut quand même l'expliquer aussi, la présence de la carte. Là. Oui. Tu sais, si, exemple, moi, dans une histoire que j'ai écrite dernièrement, de la fantasy, il n'aura pas de carte et j'ai pas utilisé de carte pour écrire l'histoire pour la très simple raison qu'ils sont dans des terres inconnues. Ouais. Fait que, tu sais, faire une carte puis expliquer que ces terres-là sont pas colonisées, que c'est désertique, il y a personne. C'est ça. Toi, en tant que lecteur, tu connais tout le terrain. Puis, tu mais sais, ceux les que tu personnages lis, ils savent pas. les personnages ont aucune idée où est-ce qu'ils sont rendus. Le lecteur non plus, l'auteur non plus, quand elle a écrit l'histoire. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut justifier Oui. D'ailleurs, dans la Terre du l'utilisation d'une Milieu, il y a carte. des places qui ne sont pas cartographiées. Ah. Tout le sud. OK. Bon, c'est absolument rien ce qu'il y a là. Moi, ma question, l'inspiration, là, tu sais, j'ai déjà vu qu'il s'était peut-être inspiré un peu de l'Europe Oui. pour faire son tracé. Oui, il y a même des gens qui ont pris la carte de la Terre du Milieu, qui l'ont juxtaposée à la carte de l'Europe par rapport à ça, puis on voyait vraiment où ce que les principaux points étaient. OK. Puis, il me semble que le Mordor, c'était proche de l'Allemagne. Là. Je ne sais pas si c'est comme ça, là, mais c'était... En tout cas, il faudrait que je le retrouve, là, mais oui... Il a fait la guerre Ouais. 14-18. Ouais, ça l'a influencé, c'est ça sûr. l'a beaucoup influencé. Le Tolkien et la guerre et la Grande Guerre, c'est probablement un des livres les plus importants pour comprendre comment ça l'a influencé. Dans sa mythologie, dans sa façon de faire aussi, mais également dans son pas amour envers le prochain. Parce Son qu'il- pas amour. Non, ben, je veux dire, c'était un homme qui aimait beaucoup les gens, mais il aimait pas beaucoup la bisbille. Tu sais, c'était un homme tranquille, puis il l'a vécu, là, la guerre. Ouais. Là, je veux dire, il a été dans les tranchées, il a vu du monde mourir, il y a 2 de ses meilleurs amis qui sont morts. Il est sorti de là pratiquement miraculé, là, parce qu'il aurait pu mourir là. Mais oui, il y a effectivement, parce qu'à la base, il voulait créer une mythologie pour l'Europe, mais ça a très vite parti. Mais oui, il faudrait que je le retrouve, mais j'avais vu ça à un moment donné, la juxtaposition de la carte, la Terre du Milieu sur le monde. Maintenant, il n'y a aucune place dans ses lettres, il n'y a aucune place dans son... qui parle de ça en tant que tel, vraiment, si c'est vrai ou pas. Mais comme je te dis, il y a tellement d'affaires que j'ai pas lues, peut-être que ça l'est. Là. Tu sais, les lettres fait 1200 pages, puis ça représente à peu près 40 ou 50% de sa correspondance. Fait que, je veux dire, c'est une vie. Hein. Une vie. Hein? Je sais pas s'il y a des cartes dans le Witcher, j'ai pas lu assez pour ça, mais je sais qu'il y a sûrement d'autres grandes œuvres là, qui ont des cartes. Robert Howard a fait une carte pour son univers. OK. Très, très, très minime. Quand tu rouvres les nouveaux intégrales, tu as la carte du monde. Puis tu sais où ce que les principaux États sont, les principales villes. C'est très, très minime. Mais tu sais où ce qu'il y a le nord, tu sais où ce qu'il y a le sud, tu sais quoi les Arias, puis toutes les grandes villes où ce qu'ils sont. Fait que tu as un petit peu de l'idée où ce que Conan s'en va. Puis tu vois que des fois, il fait des méchants bons dans la carte. OK. Il te cite dans une aventure, puis dans une autre nouvelle, il est rendu là. Tu te dis, il a voyagé beaucoup. Je vais faire un encartade Oui. par rapport... Merci, Tuléry. Dans le jeu de rôle, Le Seigneur des Anneaux, fait par Aaron Crown Enterprise, tu as un module justement qui parle du Sud. Puis ils ont fait une map monde de la Terre, du continent au grand complet, que j'ai la chance d'avoir chez nous. Alors, mais j'ai eu la chance de vous l'amener. Mais elle est légende parce que ça n'a pas été cartographié. Non. Ben, Tolkien n'a pas tout référencé non plus. Non, mais c'est correct. Il y a beaucoup de points d'obscurité dans son œuvre. Il y a beaucoup de personnages qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. C'est ce qui fait la légende. Exactement. Je veux dire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Puis honnêtement, là, ce que Gros B est en train de dire là, quand tu es maître de jeu, puis que tu décides qu'on s'en va là-bas, ben c'est le maître qui vient de décider. Ouais. Peu importe ce que c'est que Tolkien a bien pu décider, dans le monde dans lequel que j'ai fait jouer mes joueurs, ils s'en vont là-bas, puis c'est comme ça. Parce que les droits des jeux de rôle ont été vendus à l'époque
Fait qu'ils ont le droit de faire ça. Mais Oui, puis le droit à ma table, c'était une autre affaire. Non, tu comprends ce que je veux dire, c'est ça. Oui, je comprends. Tu sais, demain matin, je peux faire ça, puis on peut faire une game là dans le sud, puis il n'y a pas personne qui va venir me taper ses doigts. C'est ça. Mais on sait tous que quand Red, il dit de quoi, on l'écoute. c'est vrai. C'est bien mieux. Hein? On l'a appris à l'épisode 140. Hey! Mais allez vous amuser. Et puis le site là, pour la cartographie du mythe, là, ça s'appelle vraiment cartographie numérique. Alors, c'est cartonumérique blogspot.com. Alors, vous avez tout le voyage d'Ulysse à l'intérieur. C'est vraiment c'est superbe parce que là, c'est réel. Oui. Tu as une vraie carte, puis tu te dis, il serait allé là, puis là, puis là, puis là, puis là. OK. Il aurait rencontré des sirènes là, puis là, c'est Circé là. Puis... Et que tu dois t'amuser. Ben, tu sais, gagner 110 millions, mettons, là. Tu Rien que ça. te loues un bateau, puis tu fais tout ça en espérant 109. trouver... ça en prend 109? Oui. OK, bon. OK. Bon, ben, coudonc. C'est tout? Oui. Hein? Tu m'en laisses une sur Oui. un plateau d'or. Vas-y, je te laisse. OK? Mais de toute façon, ça m'amène aussi, c'est conjoint entre ton monde et le mien. C'est la map qui nous montre que César a conquis toute la Gaule. Ben oui, Ben oui. Toute? Non. Sauf. Non. Sauf. Un petit village résiste. J'étais certain qu'elle allait en parler. Ah, Non, c'est vrai, j'ai Mais- pas... mais cette map-là, on l'a toute vue. Ouais. Puis on en a parlé dans l'épisode sur Sur Astérix. Astérix, Ouais. c'est Ouais. sûr. Qu'il avait recherché la vraie place là, du village gaulois OK. en France en se fiant, entre autres, à cette carte-là. Puis, OK. Mais ils n'ont jamais trouvé Baba au rhum puis Petit Bonhomme. non, ça, c'est Ça, probablement pas. Mais cette map-là, je veux dire, elle est mythique. Ah ouais, là. clairement. Ah oui. Il n'y a pas un film qui commence sans cette Avec carte-là non plus. le SPQR qui C'est rentre, ça, puis qui pouf. casse la C'est ça, terre. sauf le village. Ouais. Mais aussi, map dans Astérix et Cléopâtre. Ah oui. Quand un des méchants s'en va dire à ceux qui vendent les pierres de ne pas vendre les pierres, Ah oui. je veux dire, tu le vois descendre en chameau, puis après ça, Obélix lui donne un coup, tu Ouais. revois la map, puis il lève dans les airs, puis il retombe à l'autre bout. Donc ça, oui, il y a des maps énormément dans Ben oui. Astérix. Bon, on a parlé du cliché des maps. Le générique d'ouverture de Game of Thrones, Ah, clairement. Trône de fer, là, Génial. c'est une sérieuse map. Ah, c'est Ouais, un ouais. sérieux générique, ça. Ouais, Et ouais. en plus, quand tu écoutes la série, tu finis par comprendre, ça c'est telle place, ça c'est telle Ouais, place. puis en mais- plus, Tu vois le mur, chaque générique, il t'amène un peu sur ce qu'ils vont jaser, Ouais. puis les places C'est où ça. c'est qu'ils vont parler dans l'épisode qui s'en vient. Martin est un excellent worldbuilder, créateur de monde. Mhm. Honnête, là, quand tu lis le roman, là, il y a bien des défauts, là, mais c'est un excellent créateur de monde. Ouais. C'est Il vrai. est très, très bon au niveau des batailles, au niveau de la reconstitution des batailles. Là. Il y a vraiment un immense talent par rapport à ça. Mhm. Bon, évidemment, on a fait un épisode sur les pirates des cartes. Ben ouais. Il y en a tout le Ben temps. là. Il y a une là. carte au trésor, donc je pourrais facilement C'est reparler clair, des pirates des Caraïbes. Et le film d'animation de Disney que j'avais regardé le lendemain de l'épisode, mais je me rappelle plus du nom. Ah, c'est... La carte au trésor. Non, L'île au Les trésor. monstres. L'île au trésor. Ça Ah, se peut ok. que ça- Ouais, l'île au trésor, C'est ça. c'est comme dans l'espace, ça? Oui, oui, oui. Ouais, Hey, c'est ça. c'est bon, ça. L'île Donc- au trésor, c'est merveilleux. Mais- Mais c'est un remake, dans le fond, ben, remake D'un vrai film de pirates. d'un vrai film de pirate, là, Ok. qui est l'île au trésor, là. OK. C'est vraiment un remake de ça, là. Mais Carrément. on reste dans Disney, il y a Atlantis. Ouais. Ouais. Atlantis, évidemment, ça part d'une carte. Mm. Les films, ben bon, évidemment, Indiana Jones, là, c'était bien populaire, donc il y a eu plein de films du Ben genre. oui. Mais à la poursuite du diamant vert, le diamant du Nil, il y a des cartes là-dedans. J'ai pas vérifié, mais il y en a sûrement avec Tomb Raider, mais tu vas peut-être en parler dans les Ouais, jeux. ben c'est ça, je vais en parler. Bon. Dans Waterworld, il Oui. y a quelqu'un qui a la map de tatoué sur Hey, lui. ben oui, Ouais. c'est vrai, la petite fille. Il y a ça, ce qui m'amène évidemment à Prison Break. C'est pour Je- ça je, que... je me suis dit, il Mais- va sûrement parler de Mais Prison c'est Break. pour ça que j'ai demandé au début, parce que là, c'est le plan de la prison. Oui, donc, oui. c'est une map. Ben Ah oui. oui. Bon, je me posais la question. Jeu de guerre, War Games, Mhm. il y a des maps là-dedans. Dans la malédiction d'Oak Island, Y a-tu une carte? il me C'est- semble qu'il y a une Ah, il y carte. en a à peu près 75. Non, Ok. non, mais ça, là, c'est... En tout cas. Ah non, mais cette année, ils ont dit qu'elle allait découvrir de quelque chose de très important. Ah ben oui, c'est sûr, s'il le dit, ça va se produire. Probablement. Un clou. OK, probablement. Peut-être un clou en or. Non, ils ont trouvé de l'or dans le puits à la Ok. fin de la saison 8. Voilà. La poussière. Les Goonies. Des présences d'or dans l'eau. Ah,
Tu vois, les Goonies, là, il y a plus de chances que ça arrive pour vrai ça que des trucs dans Oak Island. Je dis ça, là, mais je connais rien dedans. C'est ça. On m'a dit, mais j'ai pas vérifié, j'ai jamais vu l'animé de One Piece, mais on voit souvent sur la carte où ils sont. Ah, OK. Ouais. D'ailleurs, One Piece qui ont sorti un intégral. Oui, j'en ai parlé. Mais en fait, c'est un artiste qui a fait ça. Ils ont... Parce que ça fait 3 mètres de long. L'artiste a fait un tome de tous les tomes. Il y a 100 tomes et plus, là. C'est ça, donc c'est impossible à lire. Non, je comprends, là, mais c'est parce que je partais pour dire, mais c'est parce que ça doit pas être Ils en ont fait juste un. Ouais. Non, il y en a quelques exemplaires, mais la compagnie ne poursuivra pas parce que c'est une œuvre d'art et c'est pas fait pour être lu. Okay. Non, tu peux pas dire ça. C'est impossible. Et je vais terminer avec la première map 3D que j'ai vue dans ma vie. Et je devais avoir 10 ans. En 77, 78, c'est la map de l'Étoile de la Mort. La première fois que j'ai vu ça au cinéma, là, la planète qui apparaît, qui tourne, j'étais impressionné. Puis, évidemment, t'as semblable, parce que il y en a qui disent que l'épisode 6-7 est une copie de l'épisode 4. Ben, il y a aussi une map 3D dans le Réveil de la Force. Ouais. Mais c'est ça. Mais regardez, là, des maps, il y en a. Non, c'est clair. C'est vrai que c'était beau, ça. Des cartographies de l'espace. Il doit en avoir dans toutes les émissions de science-fiction. Probablement dans, mon Dieu, c'est quoi? Intelligence artificielle? Non, c'est pas ça. Celui avec Tom Cruise là, qui déplace des affaires avec ses gants. Minority Report. Ouais. Bon, il doit y avoir des maps là-dedans. Alors, on a un télescope qui est en train d'en faire des maps. Aussi. La réalité dépasse la fiction. Ouais. Donc, dans l'univers de la TV et du cinéma, là, des maps. C'est clair, là. C'est clair. Il y en a partout. Et probablement que dans le monde du jeu vidéo et du roleplay, des maps, il y en a en tabarouette. Pas tant. Mais moi, peux-tu t'en nommer juste 2? Quoi? Moi, quand je suis tombé sur la carte de Metroid, ça a changé ma vie. Ben, tu vois, ça, c'est une des 2 affaires que je voulais jaser. OK, bon, ben, je vais dire la deuxième. OK, vas-y donc. Risque, ça se joue sur une map. Bon, regarde, tu vois, à partir de là, j'ai plus rien jaser. Bon, ben, pensant au Sam Allume, ça... La carte de Zelda. OK, non, mais écoute, vas-y. Tu lèves un énorme point là-dessus. Il y a ce qu'on appelait des strategy guides. OK? Où on pouvait avoir, où il y a un moment donné qu'il y a aussi les Nintendo Gamers, puis des affaires comme ça, où on avait aussi des cartes pour des mondes spéciaux, puis des affaires dans les jeux vidéo. Il y en a eu une plétarde de tout ça. Super Metroid, la map complète se déplie en 4. Exactement. J'ai perdu dans mon inondation chez nous, là, j'ai perdu un paquet de cartes dans ce style-là. Des cartes de Elder Scrolls puis des affaires comme ça. Tous des jeux de stratégie, des strategy guides, comme je disais. Des guides stratégiques qui vont t'aider énormément dans les jeux que tu vas jouer. Je me souviens d'en avoir acheté un à un moment donné dans Mass Effect. Où ce que c'est que tu avais l'univers au complet de tout mappé, tout ça. J'en ai encore de Star Wars, de tout le système planétaire au complet. J'en ai eu, puis pour les jeux de rôle, on en a besoin tout le temps. Dans Star Trek, Star Wars, il y avait des cartes de vaisseau aussi. Là. Dans Star quoi, t'as dit? Dans Star Wars. OK, oui. Tu dis Star Trek? Et t'as failli. Non, je sais pas. Dans Star Trek, probablement, là, mais ça s'est comme mêlé dans ta bouche. Je sais pas, ton micro, il a fucké, en tout cas. Dans le jeu de rôle, il y avait des cartes des Imperial Class Star Destroyer. C'est ça. Dans les c'est ça, puis tu parlais de blueprint tantôt. J'ai beaucoup de blueprints, moi, justement de vaisseaux puis des affaires de même qui aident, tu sais, c'est des blueprints qui ont été faits pas pour le jeu en tant que tel, mais que tu te sers pour le jeu quand tu es un master, tu donnes ça à tes joueurs quand ils ont découvert les plans. Tu lui donnes ça, et ils sont capables de se faire un plan, ils sont capables de se faire de la stratégie, tout ça, pour on va rentrer là, on va arriver avec notre vaisseau, on va faire un trou dans cette... En tout cas, bon, Alouette, là. Fait qu'à partir de là, tu peux vraiment faire, tu sais, sky is the limit, là, avec des cartes, là, pis tout ça. Je vais passer à travers des jeux vidéo, je suis dedans, là, fait qu'on va continuer. Une place où c'est énormément important, pas tant quand tu le joues, mais pour l'interaction du jeu, puis comprendre tout ce qui se passe dans cet univers-là, Uncharted. Oui, absolument. Dans Uncharted, là, je veux dire...
Et Drake, là, il fait rien de ça. Il suit une carte, puis des affaires de même. Ben, il suit une carte pour trouver quelque chose qui n'est pas cartographié. C'est ça, c'est entre autres des affaires dans ce style-là. Dans les Tomb Raider, c'est un peu le même principe. Oui. On part de quelque chose, puis on s'en va dans des cartes, on s'en va dans d'autres trucs avec des... même dans le film avec Angelina Jolie, c'est bien beau être un film, là, mais le troisième, là, le berceau de... Deuxième, là, avec la petite carte en rond, là. Ouais. Bon, ben ça, c'est ça. Là, on commence à tomber dans des cartes avec réalité avancée. Réalité améliorée, augmentée, merci. On tombe avec des cartes dans ce style-là, puis les cartes avec réalité augmentée, dans le gaming, ça s'en vient de plus en plus. Marc nous en a parlé déjà avec une histoire avec Alien, je me trompe pas, que tu avais déjà fait un topo là-dessus. Il y a des cartes qui s'en viennent aussi dans ce style-là aussi, où tu arrives sur la carte, tu regardes la carte, puis pop, il va te popper quelque chose, il va te sortir une animation, ou tu sais, des affaires comme ça. Je sais que ça s'en vient de plus en plus. Dans Tomb Raider, comme je disais, dans GTA, dans toutes les GTA, la map c'est un personnage. Oui. Je peux pas dire ça comme ça, mais la map est un personnage en tant que tel. C'est ça. Et c'est de la découvrir aussi. Oui, c'est ça. Tu l'as jamais tout au complet. Exactement. Ben, t'as pas accès à telle place parce qu'il y a une barrière dans le chemin. T'as pas accès à telle place parce que le pont il est défait. Puis ainsi de suite. Fait que tu continues, t'avances un peu, puis dans le jeu, ben finalement, tu commences à débloquer des trucs, puis t'ouvres la map. The Division. Je me souviens, le premier The Division où quand tu te promènes, c'est dans Manhattan, puis des affaires dans même, tu pars du début de l'île, tu t'en vas jusqu'au bout. Ils ont vraiment fait toutes les rues, toutes les affaires. C'est pas tout accessible, mais ils ont vraiment tout fait au complet. Ça, j'avais trouvé ça assez génial. Je trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment travaillé fort là-dessus. Le deuxième, c'était à Washington. C'était un peu le même principe que ça. C'est un gros défi avec la carte. Après ça, Elder Scrolls Online. Ben, toute la série Elder Scrolls, je veux dire, ça marche tout beaucoup avec une grosse carte ou dans laquelle que tu te promènes d'un bord puis de l'autre. Et toutes les extensions, c'est du stock de plus qui te rajoute sur la carte avec des nouvelles régions, tout ça, où que justement, on arrive sur la carte. Tu peux te promener, faire n'importe quoi sur la carte, mais tu la connais pas, fait que t'es aussi bien de faire la quête en même temps qui va te faire développer la carte. Oui. Fait que c'est ça. Fait que les autres, ils ont vraiment développé un monde en tant que tel avec Elder Scrolls Online, mais c'est le monde de Elder Scrolls que, dans le fond, on a connu avec Oblivion, qu'on a connu avec Daggerfall, qu'on a connu avec, en tout cas, Alouette, là, Morrowind, puis ainsi de suite. Fait que c'est c'est tous ces mondes-là qui sont réunis dans le même. Parce que, dans le fond, c'est le jeu Elder Scrolls, mais en ligne que tu vas jouer avec les autres joueurs. Fait que le mapping est excessivement important là-dedans. En plus que dans ce jeu-là, quand tu finis par reconnaître un peu où est-ce que tu t'en vas un peu, tu dois te trouver à un moment donné, en faisant des petites quêtes, puis en faisant des petits trucs journaliers, tu peux te ramasser avec des cartes, des cartes au trésor, des cartes de repérage de pierres précieuses, affaires de même. Fait que là, ben, ils vont te montrer un spot sur la carte. C'est comme une lettre que tu vas ouvrir, puis ils te montrent un spot. C'est où ça? Puis là, ben, tu sais que c'est dans telle région, mais c'est où? Puis tu vois une montagne avec un arbre à côté, mais quand tu y étais à cette place-là, puis quand tu l'as vu à un moment donné, tu vas faire « Ah oui, c'est dans ce coin-là ». Fait que là, ben, tu te promènes un peu dans la carte, puis tu te promènes un peu avec ton personnage, puis là, ben entendu, c'est jamais tranquille où ce que c'est qu'il faut tailler. Ouais. Fait que, tu sais, ben, tu vas débloquer d'autres trucs. Pour les jeux vidéo, écoute, je pourrais t'en jaser juste de ça, faire un podcast à moi tout seul, rien que là-dessus sur les jeux vidéo. On s'entend, là, quand t'arrives dans tous les Mario, il y a une carte, puis tu sais... oui, mais bon, ça commence juste à Mario 3. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je m'en allais dire. Dans le fond, à Mario 3, où c'est qu'on commence avec la carte, puis là, ben, tu débloques plus que où tu t'en vas. Moi, honnête, là, Mario 3, ça reste mon préféré pour justement l'innovation de la carte. Je trouvais ça génial. Là. Mais Super Mario World... Ouais, c'était une autre affaire. Là. Le Super Nintendo, c'est une pas pire carte oui, aussi. Oui, c'était génial. Ouais, non, pour vrai, je le joue encore. C'est ça. Mais après ça, regarde... ben, moi, je joue à All-Star. Donkey Kong Country, ouais, là, après ça, c'était rendu commun. Name it, là, tu vas l'avoir. Là. Mon jeu préféré all over the world, là, c'est Chrono Trigger.
on se promène encore dans une autre patente, là, tout dans cette gamme-là, on tombe, comme tu disais tantôt, on va tomber avec Zelda, on va tomber avec Link, on va tomber avec voyons, je le dirais pas, Colin, Secret of Mana, comment passer à côté de Final Fantasy. Ben oui. C'est ça, où ce que c'est qu'on joue Dragon Warrior, où ce qu'on joue sur la map, puis quand il arrive un combat, on rentre dans le combat, on en ressort sur la map. Fait que tu sais, c'est le mapping dans le vidéo game, c'est vraiment c'est pas un must, c'est comme une nécessité un peu, mais c'est pas ça non plus, là. Tu sais, je veux dire, les jeux peuvent être ça peut être un bon jeu sans avoir du mapping dedans, là. C'est ça. Ben, le premier Mario, il n'y avait pas de map. Ben non, bon c'était un bon pareil, c'est ça, là, c'était bon pareil. Les maps dans les board games, je me rentrerai pas là-dedans, mais je vais vous en nommer une affaire dans laquelle que le mapping est extrêmement important puis que tu peux le développer. C'est la même map tout le temps que tu vas avoir. OK. Ce jeu-là s'appelle HeroQuest. Ben, vous savez que mon amour pour HeroQuest est assez grand, là. C'est la même tuile que tu vas avoir en avant toi tout le temps, mais le mapping est infini là-dedans. OK. C'est que le maître de jeu peut décider à chaque étage ce que tu vas avoir, puis tout ça, puis je me suis, tu sais, puis en plus, il y a une communauté sur Internet à propos de ça, justement, qu'on est capable de faire un peu n'importe quoi avec ça, mais je vais vous en parler plus une autre fois de ça, ou dans mes Ça m'allume aussi, tantôt, il y a quelque chose que je vais vous jaser. Fait que le mapping de ces styles de jeux-là, de Dungeon Crawl, je veux pas généraliser les jeux de Dungeon Crawl parce qu'ils sont pas tous pareils, puis de plus en plus, du genre, si on parle, mettons, de Gloomhaven, qui est excellent, c'est vraiment de quoi d'incroyablement hot, de Descent, puis des affaires comme ça, c'est tous des jeux qui sont incroyablement hot, que c'est vraiment poussé, puis tout, mais le mapping est pas comme HeroQuest, où ce que c'est que t'as une tuile générique, puis que tu bâtis ton donjon dans cette tuile générique-là. Et oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est carré. Ouais. Ça a l'air moins vrai, on va dire, que Descent, ou c'est moins compliqué que Descent ou Gloomhaven, comme je disais tantôt. Mais c'est parce que dans Gloomhaven, puis dans Descent, des affaires comme ça va tout être des tuiles qui vont te faire ta carte tout le long en s'en allant. Mais l'autre, c'est pas ça. L'autre, c'est... Tu vas avoir une cathédrale, ben, tu as fait la cathédrale sur la tuile qu'il y a là. Pis, en tout cas, ça pour dire que j'ai un amour pour HeroQuest, mais c'est parce que ça rentre aussi dans la nostalgie aussi. Fait que, ça fait un job aussi. Là, ouais, puis je vois les yeux à gros depuis tantôt, puis qui est là, puis qui me fatigue. Oh oui. HeroQuest, Space Hulk. Ah, c'est ça. C'est deux affaires de map classiques. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, puis quand on tombe dans le mapping, si tu veux jouer à Warhammer 40 000, puis des affaires comme ça, je veux dire, c'est des jeux qui se jouent exclusivement sur une table, c'est du battle board, mais si tu te fais une carte, puis tu joues sur ta carte-là. OK. T'sais, en général, puis tu joues même pas avec des cases, là, tu y vas avec des règles, puis des affaires comme ça, là, parce que ça donne à rien. Le mapping, écoute, en jeu de rôle, comme je disais tantôt, je veux dire, nous autres, les maîtres de jeu, on va s'en servir beaucoup pour pouvoir donner des directions, des directives un peu plus aux joueurs. Tu vas t'en servir à outrance là, du mapping. Puis même des fois, les joueurs vont s'en faire tout court. Et quand tu arrives dans des combats, des affaires comme ça, ben, c'est le fun de faire des maps. OK, on a le battle board qu'on vient de starter. Bon, ben, il y a une maison là, il y a une telle affaire là. Puis ça va aider beaucoup à la visualisation des joueurs quand on joue avec des figurines. Puis quand on va jouer avec des déplacements, des affaires comme ça va aider dans les combats puis des affaires comme ça. Ça va beaucoup aider. Les bonnes vieilles cartes quadrillées. Ah oui, les cartes quadrillées, je veux dire, je pense que j'en ai 5 ou 6 chez nous. Okay. Pourquoi tu en as 5 ou 6? Parce que c'est chez nous que les games sont. Parce que tout le monde emmène la sienne, puis tout le monde laisse la sienne chez nous. Fait que, tu sais, j'en ai une plus grande, j'en ai une plus petite, j'en ai une immense, tu sais. Fait que tu fais, OK, on a-tu besoin de ça? La bonne réponse est oui.
La réponse nécessaire, c'est une de plus. OK, bon. C'est ça, c'est... J'en ai 3-4 chez nous, je pourrais les emmener si... Ah, tu vois, regarde, c'est ça, là. Tu sais, pourquoi tu veux les emmener? Bon, On n'a jamais de trop. c'est ça. Ensuite de ça, ben... pour les jeux de rôle, tu sais, comme je disais tantôt, je pourrais faire un podcast rien que là-dessus, là, tu sais. Et surtout, avec des jeux comme, mettons qu'on va se ramasser avec Star Wars, où on a, pas qu'on a besoin, mais quand t'arrives, tu donnes des add-ons à tes joueurs, tu donnes des trucs à tes joueurs, puis tu lui donnes des blueprints. Les joueurs ont l'impression d'avoir de quoi dans les mains, là. OK. Tu sais, puis les blueprints dans Star Wars, que ce soit un blueprint d'un droïde ou que ce soit un blueprint d'un X-Wing, ou, tu sais, moi j'en ai fait une game justement où les joueurs, ils allaient chercher un plan d'un vaisseau qui était révolutionnaire, tout ça, puis ils partaient, je pense que tu l'avais même joué, ou ce que les Chasseur joueurs... d'étoiles. Non, moi je te parle de moi j'avais fait une game dans un hérétique où les joueurs ils partaient d'un casino puis tout ça, puis c'était des militaires de l'Empire, puis finalement ils se ramassent qu'ils s'en vont chercher des plans qui ont été volés, mais d'un vaisseau, d'un chasseur, puis ils se rendent compte que le personnage le sait pas, mais le joueur se rend compte que hey, attends un peu là, c'est un moteur ionique, un double moteur ionique. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça va servir? Ça va pour un chasseur, ben voyons donc, ça va voler comment? Finalement, ils se rendent compte que c'est un chasseur taille qui s'en vont chercher, tu sais, qui s'en vont. Okay. Fait que là, ben tu fais OK, on est ailleurs, là. Fait que tu sais, les joueurs, ils ont fait OK, mais on vient de trouver un TIE Defender, là, tu sais. Fait que là, les joueurs, tu sais, ils font comme. Ils trouvent ça avec une sorte de race. En tout cas. Je rentre pas dans les détails, là, mais tu sais, je vous avais fait une game dans ce style-là. Puis tu sais, c'était le fun parce que les joueurs ont fait OK, on part de loin pour s'en venir à quelque chose qu'on connaît très bien dans Star Wars. Ben oui, tu sais, tu fais du fun? Oui, bon, ben c'est ça. Tu sais, le but, c'est ça. Un autre place où c'est vraiment important le mapping, puis qui aide beaucoup à faire ton background, puis tes affaires de même pour ton personnage, c'est en grandeur nature. OK. En grandeur nature, c'est un peu une nécessité parce que la map du monde dans lequel tu joues va faire un petit peu foi des fois de ton personnage, puis il va t'aider beaucoup à faire l'historique de ton personnage. OK. Pour que tu saves, OK, mon personnage, il vient de tel endroit. Il y a, tu sais, j'ai vécu, j'ai été élevé à telle place. Je me suis promené, je suis parti en bateau, je me suis ramassé sur tel continent, j'ai fait tel truc à tel endroit. Je suis revenu, maintenant, je vis ici à tel endroit, puis, tu sais, je suis seigneur de telle place. Fait que, tu sais, ça va t'aider un peu pour un petit peu ton historique de ton personnage, puis ça va aider aussi à un développement de l'historique du jeu. Okay. Ça va beaucoup aider justement à bien des trucs. Quand que je pense à ça, je pense, mettons, à Bicoline. À Bicoline, tu sais, qu'on a la map, puis à un moment donné, il est arrivé des trucs pendant l'année. Il est arrivé... bon, ben, telle île a été pris par telle gang, tout ça. Fait que là, les couleurs vont changer sa map, les royaumes vont changer. Ça, maintenant, c'est plus à l'Empire. C'est rendu que c'est l'Andorre qui a ramassé ça. Puis bon, tes amis de l'année passée sont rendus tes ennemis. Effectivement, okay. C'est des trucs de même. Ou à un moment donné, il arrive... C'est quoi qui s'est passé? Il y a eu un innommable qui est passé sur la carte. Il y a une trace sur la carte. Il y a vraiment une scar qui s'est faite. Il y a vraiment un genre de cicatrice qui s'est faite sur la carte. C'est que c'est comme un genre de tarasque, si on veut, qui a passé, qui a coupé la carte à une place. Puis il y a vraiment, c'est rendu une île, telle autre place. Là, tu te fais, OK, qu'est-ce que c'est ça? Fait que la map a changé un peu, puis il y a des trucs de même qui peuvent arriver dans un grandeur nature. Ou il y a d'autres trucs, tu sais, qui peuvent amener. Et tout à coup, c'est quoi ce style-là? C'était pas là, ça, avant, ça a été découvert. Fait que, tu sais, il y a des trucs de même qui peuvent arriver. Comme moi, ben, j'ai... ou tu parlais tantôt de risque. Mm-hmm. Dans le monde de Kraken, dans lequel je joue, tu sais, dans le monde de ma gang de chums qui ont inventé, sur Orbis, dans le fond, que c'est leur monde, il y a une carte, mais ils m'ont demandé de faire une carte de Praven, c'est l'île dans laquelle sur laquelle on joue, ben le continent central dans lequel on joue, et ils m'ont demandé de faire ça sur une carte de cuir.
J'ai fait que j'ai créé, pas créé, j'ai parti avec la carte qui existait, j'ai tout divisé avec les différents domaines, les différentes baronnies puis tout ça, j'ai tout divisé ça avec pour en faire finalement ce que j'ai su plus tard après l'avoir fait. Il m'a dit fais ça de même, fais-moi telle affaire de même, fais-moi telle affaire de même, marque-moi les noms, mais ci, mais ça. Good, c'est correct, moi de faire ça comme ça. Finalement, c'est pour jouer à risque. Mais en grandeur, sur une grandeur nature, où, dans le fond, nos personnages ont fait des moves de nos armées, puis on envoie des messages ailleurs pour faire des moves de nos armées. Il arrive de quoi à l'extérieur du terrain du GN, où il arrive des batailles d'un bord puis de l'autre. Fait que nous autres, on a les répercussions de ça un peu qui arrivent pendant le grandeur nature. Fait que c'est assez génial, là, tu sais. Fait que on peut faire C'est une bonne façon de donner de l'information aux joueurs. Ben oui, c'est génial. Puis tu sais, la carte est assez grande, là. Ça m'a pris... j'ai une demi-peau, tu sais, une vache, dans le fond, là, quand t'arrives avec du cuir, la vache est comme coupée en deux, fait que c'est comme une demi-peau qu'on appelle. Puis c'est comme la grosseur d'une vache, là. Tu sais, la map qu'on couche sur une table, là. Fait que c'est quand même assez grand. Fait que si on joue à risque sur une table de 8,5 par de 8 pieds par 4 pieds à peu près, là. Fait que tu sais, c'est quand même assez génial, là. Tu sais, la carte, je l'ai faite du mieux que je pouvais, puis les joueurs, tu sais, ils font tout. J'en veux une comme ça, comment tu charges? La prochaine fois, parce que j'ai ramassé, dans le fond, une carte qui avait déjà été commencée, fait qu'il a fallu que je l'adapte avec les coups qu'il y avait déjà eu dedans. Fait qu'il a fallu que je reparte un peu. Mais, tu sais, les choses étant ce qu'elles sont, j'ai réussi à faire de quoi de pas pire, là. Mais c'est ça, la carte, dans le fond, tu sais, c'est génial, là. Tu peux vraiment l'accrocher, puis c'est une carte avec après un quart de pouce, pas un quart de pouce, mais mettons un peu plus qu'un 8 d'épée de cuir, là. Fait que, tu sais, c'est une carte pour homme, là. Oui. Elle se roule pas, puis elle se met pas dans un petit sac, là. J'ai une idée pour toi, Red. Quelqu'un qui te demande combien tu charges pour faire ça, là, tu lui diras, amène-moi la peau de la moitié d'une vache, puis la viande de la moitié d'un bœuf, puis ça va être correct. C'est un deal intéressant, ça. Hein, c'est pas pire, ça. Rendu là. Hein? Oh oui, mais surtout au prix que c'est rendu la moitié d'un bœuf. Je te dirais que le prix que j'ai fait à mon chum, c'est pas le prix que je vais charger à une autre carte. OK, bon. Ça, c'est clair, parce qu'il faut que tu la fasses à l'échelle comme il te l'a demandé, comme il l'a montré là. C'est de la peau, tu fais pas ça comme tu voudras. C'est un autre jeu de mots, ça, Red. T'es fort dans un jeu de mots. J'ai même pas pensé. C'est de la peau. J'ai même pas pensé. En tout cas, fait que non, c'est ça, pour les grandeurs nature, c'est vraiment important le mapping. Tu sais, on parlait de world building. C'est une des affaires qui rentre en premier quand tu décides je vais créer mon grandeur nature. C'est une des premières affaires que tu vas faire, c'est ton mapping de ta place. Dans quel univers ça évolue. Ouais. OK. Ben, on est parti sans savoir vraiment où on allait. Puis finalement, je pense qu'on est rendu pas pire à destination. Ah ouais. Des maps, il y en a partout. On pourrait en parler des heures, mais ça serait juste de donner des exemples. Oui, on pourrait faire du name dropping. Tout le monde qui nous écoute a eu saisi l'idée. A eu une petite idée de map dont on n'a probablement pas parlé. Il y en a partout. On y va avec nos Samalumes Imaginatrix. Mes Samalumes, moi, cette semaine, c'est à propos de l'auteur Anne Rice, qui est décédée depuis maintenant un peu plus d'1 an. Elle a une série qui sort. Ça commence ce week-end sur AMC. C'est sa série Interview with a Vampire. Et elle avait longtemps travaillé sur cette série-là avant son décès. C'était un projet de longue date qui avait été signé avec plus d'un diffuseur. Ça avait comme pas marché avec un diffuseur. Elle avait retrouvé un autre contrat. Puis elle avait vraiment travaillé activement sur cette série-là avec son fils Christopher Rice. Puis, malheureusement, elle n'aura pas pu voir le résultat final. Mais c'est ça sort ce week-end, les premiers épisodes sur AMC. Moi, évidemment, je vais essayer de patienter un peu, question là, d'accumuler des épisodes, puis tout pouvoir les écouter à peu près là, dans la même semaine ou les 2 mêmes semaines. Mais j'ai vraiment très, très hâte de voir ça. Puis en plus, cette semaine, j'ai appris que
Il va y avoir la saga des sorcières Mayfair aussi qui va être adaptée, qui est comme t'as les chroniques des vampires qu'elle a écrit, qui a comme une douzaine de livres, puis t'as les sorcières de Mayfair qui a à peu près 3 bouquins dans cette série-là. Puis c'était prévu pour cette année même, fait que ça va aller après la première saison de Interview with a Vampire, fait que ça va aller en 2023 de Mayfair Witches. Fait que puis en plus je suis justement dans la lecture du premier tome de cette série-là, fait que très très hâte de voir ça, très contente de voir que son œuvre puisse perdurer comme ça, tu sais qu'il va toujours avoir comme une petite partie d'elle qui va rester malgré le fait qu'il n'y a plus de... J'ai toujours espéré de voir dans Audible voir arriver des livres, ses romans en français. OK. Puis pas encore, là, non. Mais non, pas encore, parce que j'aimerais savoir la trilogie de Red Dead là-dedans, mais écoute, je l'ai pas. Mais bref, j'ai très très hâte de voir, là, puis en plus AMC, là, ils ont quand même ils font quand même de quoi de pas pire au niveau des séries, là, tu sais, c'est eux qui nous ont offert Walking Dead, qui nous ont offert American Horror Story, tu sais, ils ont vraiment un beau visuel, des bons castings, ça va sûrement être très bon. Oui. Est-ce que le film va jeter son ombre sur cette série-là? Ah, absolument pas. Puis tu sais, c'est pas un film, c'est une série. Ouais. Fait que, puis avec les Chroniques des Vampires, t'avais pas le choix de faire une série parce qu'il y a énormément de tomes. Tu sais, il y avait déjà les films sur Entretien avec un vampire qui avaient été faits, puis le film sur La Reine des damnés, qui compile un peu là, 2 livres, là, Lestat le vampire, puis La Reine des damnés, qui était quand même très excellent. Mais tu sais, avec les séries, on peut tout le temps aller plus loin, être un peu plus fidèle, tu sais, à l'œuvre, puis c'est ça. Fait que bref, c'est 2 séries que j'attends avec impatience pour me replonger dans son univers à elle, puis qui va sûrement me donner envie aussi de m'avancer un peu plus, parce que les Chroniques des Vampires, je les ai pas tous lus, là. J'ai lu seulement les 3 premiers, mais ça va sûrement me donner le goût là, de me replonger dans cet univers-là. Sinon, un dernier petit samalume rapidement, c'est demain, le 1er octobre. Oui. Et qui dit octobre, dit sur les réseaux sociaux le Inktober qui commence. J'ai pas été beaucoup sur les réseaux sociaux dans les derniers mois avec les rénaux de mon bureau, puis à ce temps, je profite de mon coin lecture, je préfère faire de la lecture. Mais il y a des bonnes chances que j'aille faire ma petite tournée à tous les jours là, pour voir les artistes que je suis, parce que c'est tout le temps beau de voir l'originalité. Puis en plus, la liste cette année, tu sais, c'est une liste de thèmes qui sort à chaque année. Normalement, fin août, là, ils sortent la liste des thématiques. Puis cette année, je la trouve pas évidente, là. Il y en a que je me fais, j'ai hâte de voir comment on va exploiter ces sujets-là. Puis il y a Marc aussi qui, lui, fait sa version lecture en Readtober. Avec les mêmes thèmes. Il suit la liste officielle du Inktober. Je vais essayer de suivre la sienne un peu, parce que je suis pas sûr que je vais être capable de faire le Inktober, moi. Non, puis c'est vraiment un gros phénomène, ça, le Inktober. À la base, là, c'était vraiment un petit doodle, un petit dessin que les gens faisaient un par jour. Puis là, à ce temps, les gens, là, ils se préparent, tu sais, ils commencent à faire des illustrations des semaines en avance pour être sûr d'être capable de toutes les faire tout au... Tu sais, que le 31 octobre, il en offre une comme il en a offert tous les autres jours du mois. Fait que c'est vraiment un beau... Puis sur Instagram, je trouve que ça suit vraiment bien. Parce que sur Instagram, tu sais, moins maintenant, là, avec les reels, là, ça a un peu pris le bord, mais à l'origine, puis c'est un peu pour ça, moi aussi, je prends le bord, mais à l'origine, Instagram, c'est vraiment pour le visuel, tu sais, plus que pour les commentaires, puis tout ça, puis les liens. Fait que j'ai hâte de voir cette année. Là, je pense qu'Instagram est en train de comprendre que ça m'intéresse 0 puis une barre. Les reels, là, j'en like aucun, fait que je vois un petit peu plus d'images. À un moment donné, c'était quasiment juste de ça, il y avait plus rien d'agréable. Fait que bref, c'est ça pour ça m'allume cette semaine. Et Paperman? 2 livres. Le premier, le guide Tolkien, qui vient de sortir aux éditions ActuSF. Il arrive demain en librairie. 17,95 $. Oui, c'est un petit livre. Incontournable. Un bon petit investissement. C'est un incontournable, tant pour les néophytes que pour les amateurs. Il est petit en dimension, mais concentré. En contenu, il est super bien fait. C'est vraiment
un livre rempli de faits et d'informations. Oui. Est-ce que il y en a un sur Lovecraft? Il y en a un sur Lovecraft, il y en a un sur Moore, il y en a un sur mais parce que c'est Conan. toujours le même genre de page couverture. Il y en a un sur le steampunk, il y en a un sur le Stephen King. Wow. Il y en a un, il y en a sorti un paquet d'autres. Là. Okay. Puis il y a cette Bible-là qui va arriver bientôt au Québec, qui est Vampirologie. Alors, c'est 700 pages de toute l'histoire des vampires dans la culture populaire. Mm-hmm. Quand l'épine est assez large pour pouvoir écrire le titre à l'horizontale. C'est parce que c'est une brique. Et là, on parle quand même d'un volume qui n'est pas très dispendieux. On parle de 42 $ canadiens pour 700 pages. Ouais. Et là, vous avez vraiment à l'intérieur de tout ça toute l'histoire des vampires à partir du début en littérature, cinéma, télé, jeux vidéo, jeux roleplay, all the kit. Puis oui, il parle de Twilight. Ah, bon. Non, pas le choix, ça fait partie. Non, ça fait partie de la culture. Je me suis posé la question aujourd'hui, alors oui, il en parle de Twilight. Non, mais ça aurait été stupide de ne pas en parler. Tout à fait, parce que c'est un phénomène. Et il y a une entrevue d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit, c'est le sommet? Hey, donne-y une claque, je te la redonnerai tantôt. Je suis un troll. Il y a beaucoup d'entrevues également, dont une avec Anne Rice. À l'intérieur, donc, qui date de 2013. Fait que c'est quand même assez récent, quand même. Là. Puis c'est vraiment super intéressant. Mais j'ai commencé à le feuilleter, là, c'est 100 pages. Ça a commencé la guitare. Ouais, c'est exactement. Zing-a-ling. Et puis je te parle d'un dernier Ça m'allume. Ça, c'est un Ça m'allume québécois, culture québécoise. C'est rare qu'on en parle, mais samedi dernier, moi, je suis un grand fan de l'émission En direct de l'univers. Et samedi dernier, il y a une grande chanteuse qui n'avait pas chanté depuis 20 ans au Québec, qui est Diane Juster, qui est venue là, à 76 ans, sur son piano, nous chanter une version de Ce matin. Écoutez, allez voir ça. On parle rarement de la culture québécoise, de la culture francophone. C'est pas dans notre tasse de thé non plus, parce que c'est pas vraiment de la culture pop. Mais quand on parle d'émotion en chanson, là, allez voir ça, c'est époustouflant à 76 ans. 20 ans qu'elle n'avait pas fait de spectacle. C'était pour Dominique Michel. Dominique Michel, effectivement. Alors, si vous voulez connaître la culture québécoise un peu au niveau de la musique, c'était extraordinaire. C'était un beau moment de télé. Puis je pense que la télé, ça fait partie de la culture populaire. Puis ça va rester marqué parce qu'elle a dit qu'après ça, on n'en referait plus. Elle a dit, je suis venu pour mon ami Dominique. Puis après ça, c'est oubliez-moi. C'est terminé. C'est terminé par 65 ans. On s'entend que... C'était un beau moment de télé. Alors voilà, c'était mes 3, ça m'allume. Moi, j'en ai seulement qu'un. Très bref, je suis en train de construire mon ensemble Lego NES que j'avais eu pour Noël, puis que j'avais pas le temps, puis que qu'on a vu dans le pré-show. C'est ça. Ben, juste le NES. Ouais, juste le NES. OK. Il manque la télé. La télé devrait être fabriquée totalement en fin de semaine. Ah oui? Il m'en reste pas bien. Okay. Il m'en reste pas bien. Mais non, je capote. Ce qu'on peut faire avec des Legos, bon, évidemment, dans ce genre d'ensemble-là, tu te rends bien compte qu'il y a des blocs qui ont été créés juste pour lancer. Il y a un travail d'ingénierie en arrière de ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Non, c'est juste de voir les petits engrenages à l'intérieur de la télé, puis le petit bloc qui empêche la manivelle d'aller dans le sens inverse. Parce que tu peux juste la tourner d'un côté. Mais non, il y a un petit bloc qui tombe dans l'engrenage si tu essaies de la tourner de bord. Ah non, tout est pensé. Tout. De voir comment ils ont réussi à faire qu'avec des Legos, tu as la prise de l'adapteur AC en arrière du Nintendo, là. Mais là, à la fin, tu vas-tu arriver au même résultat? La princesse va être d'un autre château? Je pense que le petit tableau qui tourne dans la télé est infini. Mario ne se rendra jamais à nulle part. Mais ça va être fantastique. Le jeu est buggé. Mais quand je pense à ceux qui font le Millennium Falcon ou l'Imperial Star Destroyer. Ouais, c'est ça. Il est gros comme la table ici. Là. Parce que c'est ça qui est le problème à la fin. C'est qu'après ça, un coup qui est monté, il faut que tu le mettes à quelque part. Ouais, puis il est pris pour pas que tu aies d'animaux non plus. Ouais. Genre un chat. Ah, mais c'est assez lourd. C'est assez lourd. C'est plus lourd qu'une bouteille de whisky. Ouais, mais un chat qui a décidé que ça, c'était pas d'affaire sur la table. Peut-être, mais j'ai pas de chat. Il n'y a pas de danger. T'es safe.
il n'y a pas de danger. Il y a juste ma blonde qui pourrait décider que ça va pas là, mais elle devrait le prendre puis le mettre ailleurs. Elle ne sacra pas à terre. C'est ça. Mais de là à dire que je me lance dans l'achat de kits Lego, là. Hey, c'est parce que tu peux te ruiner là-dedans. Là. Ben, en tout cas, c'est le fun. C'est le fun. Ça vaut passe le le temps. Red. Ben moi écoute, j'ai rentré dans une communauté dernièrement que je connaissais déjà sur Facebook. J'ai cherché un petit peu pour des trucs sur HeroQuest, puis je me suis ramassé avec Ye Old Man. Puis dans le fond, je me suis ramassé là-dessus où est-ce qu'il y a vraiment du stock pour HeroQuest. Puis c'est vraiment du monde. C'est un genre de fanbase où tu peux te ramasser vraiment des trucs géniaux puis tout ça. Puis là, c'est ça. En plus, avec au dernier Gen Con, dans le fond, Hasbro, ils ont annoncé qu'il y avait la nouvelle extension qui allait sortir, qui va s'appeler Mage of the Mirror, qui vont sortir au... on allait tout garocher ça en anglais, là, mais au printemps 2023. Puis ça va être de quoi une grosse extension. À ce que j'en ai compris, c'est une pas pire extension qui s'en vient. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai 3 grosses extensions, plus des packs de personnages un pack de personnages de Rogue qui s'en vient prochainement, là, qui n'est pas encore sorti, mais qui est déjà précommandé. Puis je suis parti là-dedans. Là. J'ai hâte de faire. Là, présentement, je m'amuse bien plus à tomber là-dedans, mais j'ai hâte de pouvoir faire jouer mes filles, d'autres chums, des affaires comme ça. Puis un gros ça m'allume que j'ai des attentes, clairement, mais j'ai hâte de voir à quel point qu'ils vont pouvoir rentrer dans mes attentes. Last of Us, qui s'en vient sur HBO Max. J'ai hâte de voir parce que moi, de Last of Us 1, j'ai dévoré ce jeu-là. J'ai même eu un down après ce jeu-là, à savoir quelle sorte de jeu je vais jouer après. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arriver à hauteur de ça, surtout les émotions qui te font vivre. J'ai hâte de voir si la série peut nous faire ressortir ces émotions-là, puis qu'ils peuvent nous sortir, de nous donner un sentiment d'incursion tellement fort comme on a eu dans le jeu. T'as vu la bande-annonce? Oui. Puis? J'aime beaucoup. OK. Puis j'aime beaucoup qui ont pris pour Joël. C'est ça. Fait que... c'est le même acteur qu'ils ont pris pour... le Mandalorien. C'est ça, le Mandalorien. Puis... il porte-tu un casque? Non. Non, mais c'est le même gars aussi que... pas de Snake, là, mais voyons, dans Game of Thrones. Là. Oui, il y a déjà... Ouais, c'est ça. C'est, voyons, Colin... il s'est battu contre la montagne. C'est ça. Ça a pas... c'est lui qui a tué la montagne, pareil. Hein? C'est lui qui a tué la montagne. Je suis pas sûr. Non, oui, il tue la montagne. Oui, la montagne est ressuscitée par... OK. Cersei. Oui, ça se peut. Il tue, il l'empoisonne. Il l'empoisonne, mais il se fait tuer avant. Ouais. C'est ça, parce moi je qu'il me fait rappelle faire juste des parole. pouces dans les yeux. Non, mais il meurt, là, mais je veux dire, il le tue pareil. Okay. Je veux dire, même si la montagne a gagné, il est mort. OK. Mais t'as raison, il meurt. Oui. OK. Parce qu'il fait comme le fin. Là. Puis j'ai terrassé la montagne, puis il n'a pas vérifié qu'elle était morte. Non, c'est ça. Mais toujours... sauf qu'il l'a quand même planté. Dans son bilan, il dit tout le temps double tap. Voilà, il aurait gagné. Ça aurait été fini. C'est ça. Mais bon. OK. C'est ça. Et Yann, ça m'allume, toi. OK, oui. Mon Dieu. Passe pas à côté. Oh non. Une série historique, je pouvais quand même pas passer là-dessus non plus. La série Barbarienne. Oui. Juste pour la simple et bonne raison qu'on entend les Romains parler en latin. Ouais. OK. Je me suis tapé un prof privé dans le temps que j'étais à Montréal pour qu'il m'apprenne le latin. Je trippe juste pour ça, puis La saison 2 s'en vient. Hein. Oui. Puis j'ai hâte. m'a broyé ma vie en les entendant encore parler en latin. Alors, mais dans ce temps-là, c'est-tu sous-titré? J'espère. Oui. OK. Ouais, mais lui... Mais toi, tu t'en fous. Je m'en fous pas, parce que là, ça fait longtemps. J'ai pas appris assez longtemps le latin pour que je sois fluent. J'ai les bases. Il me manque du vocabulaire, mais au moins j'ai les bases, les compléments du nom, compléments de verbe. Ça, je me débrouille. Comment ça s'appelle déjà notre podcast?
Le podcast des crinqués. Oui, Et et voilà. Puis, en tout cas, là, j'ai hâte à la saison 2, puis Mhm. c'était moi, ça m'allume. OK. Tu sais, imagine donc le gars, ouais, tu parles quelle langue? Ouais, je parle français-anglais. Ouais, bravo. Moi, je parle français-anglais latin. Quoi, latin, man? Voyons, ça va te servir à quoi? À écouter une série. à écouter des Romains parlant latin. Laisse faire, je Puis si trippe, je moi. peux retourner dans le temps des Romains, je vais pouvoir leur parler. Ça Et arrivera voilà. pas, je m'en sac. Mais on peut lire des Astérix en latin. Oui. Murena ont commencé à traduire, du moins les 2 premiers tomes en latin. OK. J'ai les deux Murena en latin. J'étais tellement craqué que il fallait que j'aille la première édition du premier tome en latin. Puis là, je me suis ramassé un doublon du premier tome, juste parce que je voulais avoir le premier tome en Regarde. première édition. C'est comme se ramasser avec 2 tombes de la cité oblique. Là. C'est ça. On te comprend. Murena, là, écoute, si vous tripez sur l'histoire romaine, là, Mhm. c'est la série à avoir. OK. C'est On n'a historique encore à jamais fond. fait de podcast sur les Non, Romains. Non, Mhm. c'est vraiment une histoire extraordinaire. Il y a les Aigles de Rome de Marini aussi Oui. qui parlent de l'histoire de Barbarienne. Ça, je les ai Mais lus. un peu plus fancy. Oui. Ils sont beaux. Ah, ça c'est clair. Quand c'est Marini, Ils sont beaux. va te dire, quand tu regardes ça, tu te dis tabarnache, il n'y avait pas grand laidron des Romains. Là. Pas sûr qu'ils étaient tous beaux de même. C'est ça. Ben, les Romaines devaient être pas pires avec Marini aussi. Ouais, aussi, mais je suis pas sûr qu'ils étaient toutes belles de même non plus. Marini, Mais des fois, bon. il exagère un peu. Et ta page Facebook, Bonsoir Bonsoir, l'histoire, on te suit là-dessus, puis on Ben, apprend merci. toujours plein de choses. Ben, merci beaucoup. Moi, Ben, moi, pour vrai, je vois des affaires passer, je me dis, OK. Et il y a du monde, moi, pour vrai, je vois ça aller, là, puis je me dis, mon Ben, de toute façon, Dieu moi, je que... savais pas qu'on avait des livres traduits en romain. Ah, regarde. En romain, en latin. Non, non. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Justement, Ben, oui. Yann, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres de Ça m'avoir a invité. été très, très agréable, puis on a parlé des maps. Full d'insuffisance. C'est ça qu'on avait dit à la fin de l'épisode 145, mais là, on est à la fin de l'épisode Ça, 146. je te dis, full On s'en va au mois d'insuffisance. d'octobre, là. Ah oui, Ouais, ça, on s'en va faire vers... un sur ouais. les loups-garous. Faut en faire un sur l'Halloween qui s'en vient bientôt, mais on va sûrement en avoir un entre les deux. Oui. Ben, Mhm. on va en faire 2 sur l'Halloween. On pourrait faire les Bon, loups-garous. peut On fait aussi. les vampires. Mais les vampires, on l'a déjà fait, Ouais. me semble. Ouais. Mais on s'enlignait pour faire un licorne aussi, il y a 2 semaines Oui, qu'on oui, a c'est Ben, vrai, moi, j'ai une autre demande à vous faire. Peut-être que ça va passer mieux que les cornes. Théâtre. Oui, c'est Oui. vrai, Ouais, tu nous en On avais en avait parlé. déjà jasé. Ouais. Tatou, on était censé Tatouage faire quelque chose aussi. Ouais. Mais juste pour l'Halloween, là, puis là, je lance ça comme ça, là, Mhm. oui, on a fait plein d'épisodes avec des thèmes différents, mais sur l'Halloween, on Ah, n'a jamais ouais, fait. c'est vrai. Ah, On n'a jamais sur fait genre d'épisode l'ambiance d'Halloween. Tout D'Halloween ce que ça vient sur d'Halloween. l'Halloween. OK. Hey, mais moi, je suis super triste. Ça se peut que je ne pas là, cette année pour le podcast d'Halloween. Ah ben tabarouette. Il y a le Salon du livre là, Que qui tombe faire? en même temps. Vas-y que tes priorités. Mhm. Hi. On C'est va, l'autre regarder, livre. on va regarder si on peut gérer le Ouais. C'est ça. On va en faire 2 d'affilée, mais on diffusera Ouais, le deuxième mais 2 semaines après. Halloween, là, c'est vrai que... On va regarder ça. Mais Ok. non, théâtre, on peut regarder ça pour le prochain. OK. Si c'est parce que ça se peut qu'on se ramasse avec un invité assez spécial. OK? Fait que si ça va comme On je n'en pense. dit pas de plus. On garde le suspens. Non, non. Exact. Puis de toute façon... Je vous écoute, c'est sûr. Le théâtre, je triple là-dessus. Pour vrai? OK. Parfait. OK, parce que la culture pop, bien avant le cinéma et la télé, c'était ça. Là. Ben, Mm. mais, hein. Puis c'est encore ça. De toute façon, ça existe encore aujourd'hui. Fait que non, ça va être quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mhm. Mm. OK. Donc, ça sera pas moi l'invité. Moi non plus. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, sur les différentes plateformes de streaming. Et on devrait être là en vidéo pour cet épisode-là sur YouTube. On se retrouve à l'épisode 147. Merci beaucoup. Bye.